Et donc Nico qui me disait à l'époque que la meilleure roue sur laquelle il ait jamais roulé en descente, c'est une roue qui était montée avec 36 rayons en titane croisés par 4. Et alors quand tu imagines, les rayons en titane, c'est quand même très très élastique. Quand il y en a 36 croisés à 4, ça fait des roues qui sont vraiment très très molles, quoi. Alors si tu peux t'imaginer de prendre ta roue dans les mains comme ça, c'est limite tu peux jouer de l'accordéon avec ta roue tellement elle est souple. Si on est capable d'élargir la jante et de réduire la pression du pneu, alors effectivement on peut tourner la roue de vélo en une sorte de suspension pour le vélo de route et puis éliminer toutes ces vibrations à la base avant même qu'elles arrivent dans le cadre et dans le corps du cycliste. Et juste comme ça, il a économisé 20 secondes sur un segment de 4 minutes. Et puis le deuxième passage a des pressions plus faibles que sur son système à boyau. Euh, il a fait exactement le même temps qu'avant, donc il est resté sur ses 4 minutes. Mais par contre, sa puissance moyenne a diminué d'exactement 48 watts. Bonjour et bienvenue sur le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Et puis voilà. Allez, Et puis c'est tout bon. moi je suis prêt. Et on est parti. Bonjour Bastien, comment tu vas? Écoute, ça va super bien Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Et bien content de te parler parce que ça faisait un petit moment quand même, dis donc. Mais oui, 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 alors ça faisait longtemps. Et en même temps, évidemment, on se suit, puisque tu es assez actif dans l'industrie. Oui, Et récemment, tu étais à la Sea Otter classique à Monterrey, où tu as dû voir plein de belles choses qui sont sorties. Et en même temps, comme voilà, tu officies à un poste hautement stratégique. Non, c'est autant pour la petite perche que pour le ouais. clin d'œil. Mais tu fais des trucs très très cool et donc j'aimerais qu'on en parle. Donc tu travailles chez SRAM, aux US, dans le Colorado, si j'ai bien compris. Euh, Exactement, oui. et tu travailles pour la marque Zip au développement des roues et de l'innovation des roues Zip. C'est bien ça? C'est, c'est exactement ça. Oui, donc je suis chef de produit pour la marque Zip. Pendant pas mal de temps, je m'occupais de la gamme complète de roues, que ce soit roues de la course du triathlon contre la montre, mais aussi donc le gravel et puis cette roue 3.0 moto qu'on a lancée il y a 4 ans à peu près Ouais. avec un profil simple pont. Et puis, les choses avançant, hein, la gamme évolue. Et donc, on a réorganisé la gamme récemment. Et donc, maintenant, j'ai un focus plus sur le gravel et le VTT, avec Ok. mon collègue qui s'occupe de tout ce qui est route. Mais oui, j'ai vraiment contribué à la gamme de roues qui sont sur le marché en ce moment, sur la route 303, 404, 808. Et puis, ça fait plaisir de voir un peu ces innovations sur le marché et puis être plébiscité par les utilisateurs, quoi. Carrément, carrément. Bah, ça fait plaisir à tout le monde puisque c'est vrai que ça fait un peu, on a un peu ce côté chauvin de voir des Frenchies à des belles places, notamment chez SRAM aux US. Et du coup, ouais, ça fait plaisir de voir que, bah voilà, qu'on a des gens de chez nous qui, qui font des trucs très très cool pour des marques très très cool. Donc ça c'est vraiment chouette. Euh, donc voilà, moi, ce dont j'aimerais qu'on discute pendant cet enregistrement, bon, il y a plein de choses et puis on va certainement glisser sur certains sujets, mais
Ouais. Comme tu es un grand spécialiste de la roue, il y a plein de sujets. J'aimerais qu'on parle de différentes choses. C'est comment est-ce qu'on innove dans la roue aujourd'hui. C'est un sujet voilà, sur lequel tu es à la pointe. Donc comment est-ce qu'on innove dans la roue aujourd'hui? Avec quels matériaux? Avec quel concept? Enfin, et que ce soit dans la route, le VTT et le gravel. Donc voilà, tu as pas mal de choses à dire par rapport à ça. Il y a un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et dont on avait un petit peu parlé déjà, c'est le mythe du rendement versus largeur de pneus. Qui est quelque chose qui m'intéresse à titre perso, puisque voilà, pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube, derrière moi, par exemple, j'ai un cadre qui est un exemplaire d'un vélo que je roule et qui a des pneus en 47 et qui, pour moi, est un vélo enfin, que j'adore, qui est fascinant. Et 47, voilà, c'est grosse largeur de pneus, mais qui offre un compromis avec le rendement qui est, enfin, un confort qui est exceptionnel, avec un rendement qui est un petit peu moindre. Et c'est vrai que toi, tu as une expertise là-dessus. Voilà, t'as développé une connaissance là-dessus, et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Ouais, ouais. Euh, est-ce que plus le pneu est fin, plus il a de rendement, versus est-ce que plus le pneu est large et moins il a de rendement? Donc j'aimerais bien qu'on discute de ce sujet-là. Et puis, ouais, Et le truc que je peux dire juste en avance, hein, parce que je pense qu'on va rentrer dans les détails, mais non seulement on a des connaissances, mais on a développé aussi tout un système d'enregistrement de données. Donc, c'est pas seulement, tu vois, du ressenti et du ok, feedback qu'on a, mais on a des données quantifiées sur le sujet et qui vont complètement à l'inverse de ce que le monde du vélo s'est imaginé depuis des années et des années, quoi. ok. Alors spoil Donc, pas c'est tout. vraiment intéressant ce qui est en train de se passer parce que, oui, Ouais, exactement. spoil pas tout, puisque du coup, on va y venir, mais ouais, effectivement, j'ai très Ouais, très envie d'entendre ça, et je pense que ceux qui nous bien écoutent sûr. aussi, parce que c'est un sujet, voilà, alors, si t'as pas ton pneu en 23 ou en 25, t'avances pas, ah, t'as des pneus en 32, mais attends, mais tu dois te traîner et tout. Bon, on va aborder tout ça. Je suis sûr on va Bien avoir plein sûr. de sujets aussi qui vont nous venir. Mais avant tout ça, j'aimerais que Oui. tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené au vélo? Alors, ça, c'est une histoire intéressante. Et j'ai pas mal écouté ton podcast un peu, hein, et puis tous les invités que tu as eu un peu avant répondent à cette question d'une manière un petit peu euh, en disant que c'est une histoire qui est un peu la même pour tout le monde dans l'industrie. C'est des gens qui sont passionnés de vélo depuis qu'ils sont petits, qui ont commencé à travailler dans les magasins et puis qui petit à petit font leur début dans l'industrie. Ben moi, mon histoire, elle est un petit peu différente. Au départ, je viens pas trop du milieu du vélo. Euh, Quand j'étais gamin, quand j'étais ado, j'étais plutôt dans le milieu de l'eau vive, le kayak, la rivière, tout ça. Et puis, bah, j'ai commencé le vélo en faisant un stage pour mon école de commerce. J'ai fait une école de commerce à Besançon qui se devait se terminer par un stage en entreprise. Et donc, j'ai décroché un stage chez Salomon. J'étais vraiment passionné sport plein air. Mm. Et donc, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais pour pouvoir trouver un stage chez Salomon. Je devais travailler sur un projet de ski backcountry. Ok. Donc, pas du ski de fond, hein, mais Mm. vraiment un truc entre le ski de fond et puis le ski de randonnée pour vraiment avoir tout du matos pour aller se balader dans la neige. Et le jour du début de mon stage, j'arrive chez Salomon et les mecs me disent on a une grosse revue de projet avec Adidas à qui appartenait Salomon à l'époque. Mm. Et le projet Backcountry a été mis au placard. Alors moi, du coup, Sympa. alors moi, ouais, ça n'arrive pas. Donc j'arrive comme ça, je me dis, bah mince, mince alors, mais moi j'ai signé pour un truc pendant 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire des photocopies et vous faire le café. Et c'est là où les mecs m'ont proposé un truc en disant, dis donc, on a quand même un truc qu'on est en train de démarrer en ce moment. C'est un projet de chaussures de vélo développé en collaboration avec Salomon d'un côté pour la partie technique, et puis Mavic de l'autre côté pour la partie connaissance du vélo. Mm. Parce que Mavic, donc à l'époque, donc et là je te parle, c'était, on va montrer nos âges un petit peu. Mm. C'était exactement.
C'était exactement l'an 2000. 2000 L'an 2000. event, tu vois, juste l'an 2000. Donc il y avait eu le Et bug, hein, c'est je sors ça, de hein? l'école. Exactement, il y avait plus rien qui marchait. Enfin, voilà. Et donc, je sors de mes études à ce moment-là. Enfin, je finis mes études hein, exactement en l'an 2000. Et à l'époque, donc, Mavic n'avait pas été encore rapatrié sur Annecy. Ils étaient encore à Saint-Trivier-sur-Moignan, pas très loin de Lyon. Mm. Et puis donc, l'idée de cette chaussure, c'était de bénéficier de l'expertise de l'équipe ski nordique à Salomon, à Annecy, avec cette expertise de la connexion entre la chaussure et puis l'équipement, et puis donc la connaissance du vélo de Mavic. Et moi, j'étais le petit gars avec 3 jours d'expérience professionnelle qui devait faire le lien entre les deux équipes, entre les Facile. deux équipes. Donc, ouais, je passais la moitié de ma semaine dans les Dombes à Saint-Trivier, là où vraiment il y a l'usine historique de Mavic, et puis, euh, et puis Salomon à Annecy. Et puis petit à petit, et c'est exactement comme ça que je suis rentré dans le milieu du vélo, sans avoir trop la connaissance, mais en apprenant vraiment le truc. Et je me souviens d'un truc que m'a dit le chef produit Mavic à l'époque, quelqu'un qui s'appelle Jean-François Granat, que je salue vraiment fortement, qui m'a dit, c'est plus facile d'apprendre le vélo à quelqu'un du marketing que d'apprendre le marketing à quelqu'un du vélo. Ok. Et donc, comme je venais d'école de commerce, j'avais pas mal de connaissances théoriques depuis tout ça. Alors, après presque 25 ans d'expérience dans le milieu du vélo, je ne sais pas si je suis toujours d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans le vélo, et Ouais, puis c'est quand même ouais. bien d'avoir une Mm. grosse connaissance. Mais voilà, c'est grâce à quelqu'un comme lui, et puis que j'ai pu rentrer, que j'ai pu apprendre. Alors l'apprentissage, ça s'est fait de manière plutôt abrupte, hein, parce que quelques semaines, quelques mois après avoir rentré dans l'industrie, après être rentré dans l'industrie du vélo, et puis pour vraiment commencer, je suis allé faire euh, une expérience sur le lac du Salagou pour voir un petit peu comment ça se passait. Il y avait une grosse randonnée sur le lac du Salagou, Mhm. et donc je me suis aligné au départ de cette randonnée avec François Dolat en VTT, avec Mm. 3 semaines de vélo dans les pattes, quoi. D'accord. Ça a été intéressant. Ah oui, oui, surtout que François Dolat, c'est un personnage haut en couleur qui, pour moi, a toujours été Oui, là dans le vélo. Il a toujours été là et il est toujours là. ouais, Voilà. Et s'il nous écoute, on le salue. exactement. Voilà. Excellent. D'ailleurs, François qui m'a orienté sur mon vrai premier VTT hein, à cette époque, un Vario Bomba SX avec une Bien belle sûr. fourche Marzo Z1, Il m'a fait rêver ce vélo. énormément de débattements, hein, punaise. 100, Un débattement gigantesque, j'avais au moins 130. 130. Ah ouais, 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 ouais. Avec les Et arceaux, puis, avec l'arceau usiné là? euh, oui, en fait, tu sais, avec justement le boîtier de pédalier sur le bras oscillant qui était derrière. Et ça, c'était une des grosses spécificités de ce vélo à l'époque. Ok, ok, ok. Donc ouais, ouais, de la grande époque. Et puis donc depuis Magnifique. là, voilà, tu me demandes comment je suis rentré dans le vélo, c'est vraiment comme ça, un petit peu par hasard, parce que Adidas a décidé de ne pas faire suite sur ce projet de ski backcountry. Je me suis retrouvé dans le vélo. J'ai commencé donc ce stage avec Mavic. Et puis derrière, j'ai été engagé d'abord en CDD chez Mavic, ensuite en CDI, et puis des années plus tard chez SRAM. Après, on peut détailler ça si tu veux, mais c'est vraiment comme ça que ça a tout démarré, quoi. D'accord, ok. Donc, ouais, justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est la partie donc Mavic, enfin, ton parcours chez Mavic. En gros, quels échelons t'as parcouru jusqu'à arriver chez SRAM et passer de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, donc j'ai commencé par faire ce stage, hein, c'était vraiment intéressant. On avait un concept de chaussures de vélo qui malheureusement n'a jamais vu le jour, parce que encore une fois, Adidas a pris ombrage du fait que il y avait des chaussures sous la marque Mavic. Donc, Hmm, c'était dans l'an 2000-2001, il y avait des chaussures qui étaient censées être faites sous la marque Mavic. hmm.
Et donc, comme Adidas avait ça dans la gamme, ils ont fini par aussi mettre le projet au placard, encore une fois. Mais c'était une chaussure super intéressante avec une semelle en aluminium pour avoir Hmm. de la rigidité de la transmission. Et puis, en termes de tige, donc le haut de la chaussure, tout le savoir-faire de Salomon en termes de tenue du pied et tout ça. Donc voilà, j'ai fait mon stage de 6 mois qui s'est vraiment super bien passé. Enfin, valider mon diplôme, c'était vraiment, vraiment nickel. Et, euh, et donc, pour finir le projet, Mavic m'a offert un CDD de 6 mois. À l'issue de cette année complète, c'est là où Adidas Hmm. a décidé de ranger le projet. Donc là, j'étais un petit peu le bec dans l'eau. Et à l'époque, il y avait encore le service militaire obligatoire. Donc j'avais l'armée qui commençait à venir me chercher en me disant, dis donc, si vous n'avez pas de taf, il va falloir commencer à, Hmm. à venir sous le drapeau. Ok. Et, là, du coup, j'ai eu pas mal de chance parce que les gens de chez Salomon qui commençaient à me connaître m'ont offert un job dans le milieu de l'inline skate, du patin à roulettes chez Salomon. Ouais. Alors ça, c'est c'est une partie de ma carrière et de mon évolution dont je parle pas beaucoup, mais voilà, j'ai décidé de faire mon coming out. Je vais admettre le fait que j'ai été chef de produit patin à roulettes pendant un an Écoute, c'est arrivé à des gens pour bien, hein. Je suis de Salomon. la team roller. Hmm. Donc ça va. L'inline skate, non, c'était une belle, c'était une belle aventure parce que j'ai pris pas mal de choses. C'était vraiment une équipe très très professionnelle avec qui j'ai beaucoup appris. Et puis surtout, j'ai beaucoup appris aussi au niveau du sport. Et à l'époque, notamment le fitness, la partie fitness du roller, c'était très très poussé. Ils avaient des teams de Coupe du Monde. Il y avait des Coupes du Ah Monde oui. de inline skate un peu partout dans le monde. C'était assez développé, avec justement une approche et puis un esprit très, 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 très proche de ce qu'on voit aujourd'hui sur la route, quoi. Donc là, j'ai appris pas mal de choses. Et à la fin de ça, bah, c'est vraiment l'époque où Salomon a cherché à regrouper un petit peu tous ces centres de développement et a demandé aux équipes de développement Mavic de quitter les Dombes et de venir s'installer à l'ADC, Annecy Design Center, Mhm. donc vraiment le centre de développement unique de Salomon. À l'époque, ils avaient peut-être 4 ou 5 centres de développement autour d'Annecy. Et donc, ils ont regroupé tout le monde sur Annecy Nord, Hmm. avec notamment les équipes Mavic. Ok. Et là, bah donc Jean-François Garnat, dont j'ai parlé tout à l'heure, a décidé de ne pas faire le déplacement, de ne pas suivre la boîte. Donc un job s'est ouvert et j'ai eu l'occasion de retourner chez Mavic avec cette fois donc un CDI pour travailler sur le vélo. Ça devait être fin 2001, ça. Ok. Ça devait être fin 2001. Très bon. Et du coup, alors c'est le 4, là, c'est ça? Oui, oui, c'est Ouais, le chat dont on ok. parlait tout à l'heure. Ça y est, il a Très bien. décidé de venir Ok. nous voir. Non, parce que vous n'avez pas suivi, mais Bastien a un chat, ou plusieurs, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a averti avant le début de l'enregistrement qu'il pouvait y avoir un chat qui pointe le bout de ses moustaches et que ça risquait de nous Ouais, perturber. Et je lui ai dit qu'on ferait des millions de vues avec le chat qui interrompt l'enregistrement. ouais. Donc on a hâte de Donc voilà. voir le chat qui fait une connerie. Non, mais là, ça y est, il est couché sur l'écran, sur le keyboard. Il est tout content, il a sa place là, ça vient. Ouais, Il va plus parfait. bouger maintenant. Il a sa place au Peut-être. chaud. Nickel. Donc là, ton CDI, il consiste en quoi? Ton premier CDI chez Mon Mavic? mon CDI chez Mavic, c'est vraiment un poste de product manager, un poste de chef de produit sur les roues. Ok. Euh, et donc, bah, c'est un peu le job sur lequel je suis resté chez Mavic hein, pendant les 7-8 ans que j'étais sur place. Donc, on est quoi? On est fin 2001 à peu près à ce moment-là. Oui, oui, c'est ça, oui, fin 2001. Et puis je rejoins donc l'équipe Mavic à temps plein cette fois pour travailler sur les roues. Et donc, ben là, c'est l'époque, par exemple, c'est juste avant le lancement de la Crossmax SL et Crossmax XL. Jusqu'à Hmm. maintenant, voilà, Mavic avait juste la Crossmax UST. Ouais. Et puis, ben, c'était au printemps 2002, je crois, si je me souviens bien, qu'ils ont lancé Crossmax SL, Crossmax XL avec cette séparation des pratiques. Une roue pour vraiment le XC Race et puis une roue pour le VTT plus trail. Hmm. Et puis donc, moi à l'époque, j'avais des projets bah, sur la route hein, avec l'Exirium, pas la première Xirium SL, mais la deuxième, la tout argent. Des roues un peu plus bas en niveau de gamme, l'Exirium Equipe, les Axiom, ça a été un des gros projets que j'ai fait aussi dans les années
2004-2005 peut-être. Mhm. Crossride en VTT, enfin, on a vraiment développé. Ok. Et puis notamment un projet avec lequel je me suis vraiment éclaté chez Mavic, parce qu'on avait donc la segmentation Crossmax SL, Crossmax XL, mais de plus en plus au début des années 2000, et tu vas t'en rappeler parce que tu étais un des acteurs importants à cette époque, c'est le développement de l'enduro, de la descente Mhm. marathon, Bien sûr. du VTT Gravity, mais pas de la descente DH. Et donc, on a vraiment imaginé un trou entre la, imaginez, on s'est rendu compte qu'il y avait un espèce de trou entre la Crossmax XL et puis la D-Max. Mhm. Et donc, c'est à ces moments-là qu'on est venu avec la Crossmax SX, qui était une des premières roues vraiment destinées à la pratique enduro. Beaucoup plus résistante, un peu plus large que la XL, mais quand même pas dans les niveaux de la Mhm. D-Max, quoi. Sachant que la XL, c'était une roue, j'ai roulé avec, c'était magnifique. Enfin, c'était la roue Ouais, qu'il fallait avoir si tu faisais du all mountain. Moi, j'ai fait des mégas avec. Bon, alors, j'en ai tordu quelques-unes, mais c'était une super, super roue, hein. C'était juste le rapport exactement. poids-rigidité top en tubeless et tout. C'était un peu aussi le début du tubeless en utilisation course, je dirais. Ouais, Où quand ouais, on ouais, commençait à avoir confiance dans les pneus, enfin, dans la compatibilité entre les roues et les pneus. Donc, exact. super produit, quoi. Et ouais, ouais. Et donc, Crossmax SX Alors, grise, c'était ça, ouais. exactement, ouais. Ouais. Crossmax SX, elles ont commencé grises. Ensuite, il y a eu deux ou trois versions Hmm. avec toutes les technologies que Mavic peut avoir. Et puis, mais c'est ça, oui, elles étaient grises. Les Crossmax SL étaient argent, XL noir et Hmm. blanche. Et puis les Crossmax SX étaient grises. Et donc les D-Max, bien sûr, le jaune D-Max de Mavic que tout le monde connaît de cette époque, quoi. Carrément, carrément. Très, très bien. Il y a des Le truc, projets que si je t'as. peux rajouter un truc qui me Vas-y, vas-y. fait, oui, oui, un truc qui me fait rigoler un petit peu quand tu repenses un peu quand tu repenses à l'époque, c'est que on a vraiment discuté beaucoup des largeurs de jantes et donc on avait ces largeurs de jantes à l'époque qui étaient on se disait punaise, on est trop en avance quoi sur le marché. La Crossmax SL, à un moment, donc elle faisait 17 mm de large. Quand on est passé sur la version SLR avec le moyeu rouge, Crossmax XL faisait 19. Et puis la Crossmax SX était en 21, En 21. en Ok. 21 de large. Et donc, quand tu imagines que ça, maintenant, c'est des largeurs de jantes qui sont trop étroites pour la route à l'heure actuelle, tu dis punaise, mais ouais, c'était vraiment il y a longtemps, quoi. Hmm. Il y a les Ouais, choses qui ont ouais. évolué beaucoup, beaucoup. Bien sûr. Sachant qu'aussi les Crossmax et les nouvelles D-Max sur lesquelles tu as dû travailler, ça arrivait après les 521 et les 321. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, c'était des jantes Ouais, de ouais. descente assez mythiques, avaient plutôt cours, dis-moi si je me trompe, mais vers la fin des années 90. Mhm, Et qui c'est ont ça. voilà et qui étaient les jantes mythiques qu'il fallait avoir avec traitement céramique pour les 521 et tout ça. Bon bref, moi j'ai rêvé sur ces trucs-là. Et voilà, ça fait un peu vieux, mais ça fait un peu vieux con et je me souviens il y a 20 ans, mais bon voilà. Et donc, et donc voilà, non mais c'est top, ça rappelle plein de souvenirs, c'est génial. Euh, Est-ce que tu as des projets chez Mavic sur lesquels tu as bossé en R&D, des trucs qui étaient peut-être un poil trop innovants pour que ça sorte, justement, ou il y avait peut-être pas de marché, pas suffisamment? Tu as deux, trois pépites à nous sortir? Ouh, alors, on a fait des choses, on a fait des choses vraiment pas mal, hein. Et oui, c'est toujours comme ça, mais je pense que toutes les boîtes ont ces choses-là. Tu sais, quand tu commences à aller en recherche avancée, tu trouves toujours des développements, des idées, et puis finalement, bah, tu n'es pas exactement sur le bon positionnement, tu n'es pas sur le bon prix, tu n'es pas sur le bon niveau de performance. Et puis, c'est des trucs sur lesquels tu travailles, mais qui finalement arrivent pas sur le marché. Et donc, moi, là, on parle vraiment des années d'or de Mavic, hein, où la boîte s'est développée à un niveau vraiment incroyable à l'époque. Parce que, alors, loin de moi l'idée de prendre le crédit, hein, mais le temps que j'ai passé chez Mavic, la boîte a doublé de Hmm. volume en termes de chiffre d'affaires, avec une rentabilité et puis tout ça. Et donc,
Et donc, il y avait plein de choses. Quand tu es en forte croissance comme ça, tu sais, tu te sens vraiment le vent dans les ailes. Hmm. Et là, tu te dis, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, quoi. Euh, donc, il y avait des projets de compteurs de vélo avec les fameux WinTech, une réussite un petit peu modérée, mais c'était des choses qui étaient vraiment bien parce que c'était les seuls compteurs ou parmi les seuls compteurs sans fil à l'époque, avec notamment, tu sais, à l'époque, il fallait un aimant sur la roue qui compte Hmm. pour que le truc puisse compter les rotations, et puis après, tu avais ton petit compteur, le fil qui montait sur les durites de frein, enfin, c'était vraiment pas mal. Nous, on avait intégré le magnet dans le blocage rapide de la roue. Et donc, tu Je pouvais me avoir souviens de vraiment ça, ouais. Ouais. un montage super rapide avec une transmission sans fil qui était vraiment hyper fiable à l'époque, donc c'était bien en avance. Mais encore une fois, toutes ces produits-là, toutes ces aventures-là, quand c'est pas ton cœur de métier, c'est difficile à suivre. Et puis, Hmm. il y a pour une boîte à mettre le support et le soutien pour vraiment développer les trucs et soutenir les produits sur le marché. Donc, que ce soit ça, que ce soit par exemple les pneus Mavic, moi j'ai participé au début à toute la définition du projet pneu chez Mavic. Au début, ils ont lancé ça sur la route après que je sois parti, mais le focus de départ, c'était de lancer ça sur le VTT. Et donc, bah, ça s'est pas fait ou ça s'est Hmm. fait plus tard. Mais c'est tout des projets qu'on avait développés et qui s'étaient faits. Il y avait des projets de transmission à l'époque avec des solutions incroyables, notamment sur euh, des passages de vitesse sur le pédalier qui qui sera encore hyper innovante au jour d'aujourd'hui, quoi. Eh, top. J'en profite qu'on parle d'innovation et Mavic pour te demander ce que tu penses du projet de moteur Mavic. Alors, j'en parlais avec mon copain Maxime la semaine dernière, dis donc. Hmm. Maxime, donc, qui est la tête de développement produit chez Mavic encore, hein. Hmm. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ils ont une solution qui est unique et dans laquelle je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a assez peu d'acteurs. Donc, vraiment un moteur hyper léger sans friction pour le vélo de route. Alors, c'est vraiment unique. Et comme on disait avec Maxime, est-ce que c'est unique parce que il n'y a pas de demande, ou alors est-ce que c'est unique parce que les autres acteurs n'ont pas vraiment réussi à identifier cette Hmm. niche? Et là, seulement l'avenir nous le dira, quoi. Je pense que comme tout ce qu'on a vu dans la presse, enfin, le moteur, je le connais pas, hein, j'en ai simplement lu les choses sur différents Mhm. sites à droite à gauche, et je pense qu'il y a un positionnement qui est intéressant. Après, en termes d'assistance, c'est vraiment bas comme le poids et puis tout ça. Je comprends bien le parti pris. Est-ce que c'est ce que le marché demande ou recherche à l'heure actuelle? Hmm. Ça, on verra dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ok. Ouais, il y a sûrement des signaux faibles qui montrent que c'est intéressant Hmm, d'y aller. Est-ce que tu penses que bien sûr. c'est le territoire de Mavic? C'est vraiment, enfin, c'est facile de voir ces trucs-là. J'ai envie de dire, Mavic, c'est vraiment une boîte qui se cherche en ce moment, après les difficultés qu'ils ont eues ces dernières années, et puis c'est une boîte qui doit se reconstruire. On en parle vraiment maintenant, c'est bon, c'est des concurrents hein, de Zip, de SRAM, mais même chez nous, on regarde Mavic et on est tous à vouloir les encourager. Parce que Mavic, c'est tellement une marque forte dans Hmm. l'industrie du vélo, et pas seulement en France, au niveau global. C'est une marque incontournable, quoi. Une marque tellement historique, tellement ancrée dans la légende, dans le Tour, les voitures jaunes et puis tout ça, que ce serait vraiment dommage pour l'industrie en général de voir une marque comme ça disparaître. Alors, d'un côté, c'est vraiment encourageant de les voir essayer des choses un petit peu différentes, différentes avenues. De l'autre côté, tu te dis, bon, vu les moyens qu'ils doivent avoir en ce moment, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller se disperser sur un truc comme ça, ou alors est-ce qu'il ferait bien de revenir à leur cœur de métier? Euh, on peut voir les deux choses, Hmm. les deux aspects de la question, quoi. Donc, moi, tout ce que je leur souhaite, c'est vraiment le maximum de réussite et de pouvoir repartir et de redevenir une vraie belle marque comme ça l'était, quoi. Hmm. Ok, c'est top. J'aime bien entendre ça parce que on se dit toujours.
Oui, quand on est concurrent, on a envie de bouffer l'autre et qu'en gros qu'il crève, ce qui est du coup pas toujours le cas. Et puis c'est aussi parce que l'industrie, c'est quand même l'industrie du vélo, c'est un petit milieu quand même où bah, tout le monde se Bien sûr, connaît. Et, bien sûr. et puis voilà, on a besoin d'une émulation, on a besoin que les uns et les autres sortent des trucs, et on a besoin aussi de certains leaders, certains qui sont parfois des certains moments un peu plus suiveurs. Mais voilà, on a besoin de toute cette énergie pour qu'il y ait des gens qui sortent des nouveaux trucs. Et Mavic sort un moteur là, SRAM va en sortir un. Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs. On sait pas, on sait pas. Mais c'est effectivement cool de voir voilà, cette bienveillance entre les marques, la tienne aussi. Et, euh, et non, voilà, c'est très très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, Mavic se chauffe, c'est le moins qu'on puisse dire. J'attends avec impatience Exactement, ouais. l'essai enfin, mon essai du moteur que je vais réaliser Bien sûr. bientôt, j'espère bien. Voilà. Top, top, top. Le passage de l'autre côté de l'Atlantique. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, c'est c'est des gros moments dans la vie de quelqu'un, si tu veux. Quand t'as présenté avec des opportunités comme ça, t'as vraiment toutes les émotions qui se rejoignent en même temps. C'est hyper excitant, c'est hyper gratifiant d'un point de vue personnel, si tu veux, quand tu as une marque qui vient te chercher en disant, Hey, on a ce projet-là, et puis on a pensé que tu pourrais vraiment nous aider à faire ça. Et puis ça fait super peur. Hmm. Ça fait super peur. Parce que donc là, on est maintenant en 2008. Euh, Ça fait plusieurs années que je suis chez Mavic, que j'aime toujours autant la boîte, mais après, il y a toujours un petit peu pas une frustration, mais c'est cette idée de se dire, bah voilà, j'ai quand même un peu fait le tour de la question. C'est quoi la prochaine évolution? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Où est-ce que je vais depuis là? Et puis, bah, juste au moment où on se pose un petit peu ces questions, voilà, il y a cette grosse marque qui arrive et qui propose un vrai beau projet. Pour la petite histoire, Julie, ma femme, avec qui donc on est mariés depuis 2003 maintenant, a travaillé pour SRAM en Ok. 2000 et 2001 parce elle faisait l'assistance sur les camions, sur les événements en Europe avant le rachat de RockShox. Hmm. Donc elle a fait ça en contractuel, hein, donc en freelance avec Antoine Liard, qui est Ouais, maintenant chez BMC. carrément. Qu'on salue. Et, Et donc, bah, on s'est rencontrés comme ça. Une fois que ça a été fini, bah, c'est là où on a commencé à se voir un peu plus et puis finalement à être ensemble. Mais donc, si tu avances jusqu'à 2008, c'est comme là que SRAM est venu me voir. Donc, moi, j'ai toujours eu une grosse admiration pour SRAM. J'ai toujours eu du composant SRAM sur mes vélos. Et puis donc, bah, SRAM qui vient me voir et qui me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de venir pour nous? L'expérience de Julie, ce que je connaissais de la boîte, mais tout, enfin, je ne veux pas dire ma passion, mais vraiment, je ressentais une grosse affinité pour la marque. On a décidé de Hmm. prendre le projet. Et le projet, c'était ça, c'était de se dire, bon, ben voilà, on va travailler depuis la France, juste le temps d'établir les papiers pour pouvoir aller aux États-Unis. Et donc, le deal au départ, c'était de se dire, on fait des papiers pour avoir un visa qui va durer 3 ans. Parce qu'il faut que ça soit un peu valable pour SRAM aussi, hein, Hmm. et de me dire faire venir aux États-Unis et puis 3 mois plus tard décider que ça Hmm. marche pas, Ouais. c'était pas bon. Donc le deal, c'était de dire, on vous fait voilà, on vous demande si on décide de faire ça, de rester au moins 3 ans, et puis après, ben, on décide, on voit ce qui se passe, quoi. Alors avoir les papiers pour déménager, ça a pris quand même un peu de temps, hein, parce que ben, avoir les visas et tout ça pour aller s'installer aux États-Unis, c'est quand même pas super simple. Donc je commençais à bosser pour SRAM 2008. Ça a pris à peu près une quinzaine de mois pour avoir les Ouais. papiers. Et on a déménagé, voilà. Donc, je travaillais depuis chez moi pendant 1 an et demi presque. On a déménagé aux États-Unis en août 2009 donc avec Julie, avec nos deux gamins qui avaient donc Louison et Sacha, qui avaient 3 et 4 ans à l'époque, avec le chien à l'époque, et puis bah, les vélos, tout mis dans un container, embarqué sur un bateau direction les États-Unis. Et on a commencé par s'installer aux États-Unis. On était à Chicago parce que le Ok. siège social de SRAM Hmm. est basé à Chicago, et donc on a vécu à Chicago
pendant à peu près un an et demi pour travailler donc moi sur des roues SRAM, des roues de route à la marque SRAM, mais développées par les gens de Zip à Indianapolis, qui est à peu près 3 heures au sud de Chicago en voiture. D'accord. Donc, grosse aventure, hein, grosse aventure. Hmm. On met tout le monde dans l'avion, on sort de l'autre côté à Chicago, qui est pas exactement le même environnement qu'Annecy, hein. Après avoir passé 8-10 ans Ouais. sur Annecy, tu te retrouves à Hmm. Chicago, ça fait un petit choc quand même. Hmm. Parce que J'imagine. les montagnes à Chicago, c'est le pont de l'autoroute, hein. C'est la seule pente qu'il peut y avoir. Le reste, c'est tout plat. Et puis pour faire du vélo, voilà, moi qui aime bien les sports plein air et la nature, oui, c'était pas évident. Ok. Chicago, c'est une ville incroyable pour quelqu'un qui aime bien la ville. Hmm. Moi, je viens d'un petit pays dans le Doubs, au-dessus d'Ornans, avec 200-250 habitants. Donc oui, c'est se retrouver dans une agglomération de 8 à 10 millions de personnes, ça m'a fait un choc. Ok. Mais t'avais un projet cool. Le projet était vraiment cool, oui, effectivement. Alors après, le truc qui est intéressant, c'est que donc là, on est vraiment, on est 2009-2010, et puis l'industrie du vélo a vraiment complètement remarqué ce que Mavic a fait dans la roue pendant toutes ces années-là. Tu as des acteurs qui arrivent, notamment donc DT Suisse, il y a Fulcrum, il y a enfin tous ces gens-là qui ont vu le business que Mavic faisait dans la roue et puis Hmm. qui commencent à se dire bah tiens, moi je veux une part de ce marché-là aussi. Et c'est un peu aussi l'attitude que SRAM a dit en disant bah attends, nous on fait du dérailleur, de la transmission, de la suspension, tout ça. La roue, ça doit pas être bien compliqué, on va faire de la roue, ça va être facile. Sauf que la roue, il y a rien de facile dans la roue. Il y a rien de facile, c'est quelque chose d'incroyablement compliqué. Pour monter une roue, il faut vraiment connaître les tensions, les ajustements, toutes ces choses-là. Et donc, c'était quelque chose de vraiment compliqué. Donc, je me suis un peu retrouvé heurté, si tu veux, à cette perception que on allait faire de la roue super vite, on allait mettre un sticker SRAM dessus, que ça allait se vendre comme des petits pains. Et puis, finalement, non, ça peut pas marcher comme ça. Hmm. Et donc, le projet était beau. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Alors toi, le brief, Alors du après, au coup, bout de 2 ans, ils euh, t'ont fait... Excuse-moi, oui, mais dis-moi. pour revenir sur le projet de déménagement et d'arrivée chez SRAM à Chicago, c'était quoi le brief? Ils t'ont dit, viens, mais ils t'ont dit, est-ce qu'ils t'ont dit, on a un projet, et voilà, le projet c'est ça, et on aimerait que tu nous aides, ou, enfin, c'était quoi la genèse du truc? Ben, la jeunesse du truc, faut savoir, donc, SRAM était déjà impliqué dans la roue, hein, parce que SRAM a racheté Zip, la marque Zip, Ouais. en 2006. Donc, depuis 2006, la marque Zip était là. Sauf que la direction pour Zip était super claire à l'époque. Ne changez rien, faites ce que vous faites. C'est-à-dire de la roue carbone très haut de gamme pour le marché de la rechange. Donc Hmm. ça, c'était vraiment la marque Zip. Et donc, le brief pour moi à l'époque, c'était de dire, bah, nous, on va développer des roues avec le bureau R&D de Zip, mais à la marque SRAM, parce que, et ça, c'était un truc avec lequel, déjà à l'époque, j'étais vraiment en désaccord profond, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a une raison pour laquelle le groupe Fiat, automobile Fiat, a une marque Ferrari pour le très haut de gamme et une marque Fiat pour le mass market. C'est qu'il faut vraiment développer les roues haut de gamme. Et donc, à l'époque, les mecs se disaient, Zip, c'est vraiment le Ferrari de la roue, et tu vas pas dégrader l'image de marque d'une Zip en faisant de la roue plus OEM comme ça. Et ça marche peut-être pour l'automobile, mais ça marche pas du tout dans le milieu du vélo. Parce que le problème, c'est que quand tu as une marque très très haut de gamme sur laquelle tu mets vraiment toutes tes billes en termes de développement, en termes de communication, de promotion, de marketing, après, c'est super dur de développer une marque un peu plus entrée de gamme sans aucun moyen marketing, surtout Hmm. dans un marché aussi concurrentiel que la roue. Donc, on a voulu faire de la roue SRAM en dessous, sans vraiment de promotion, sans vraiment de marketing et puis tout ça. Mais à l'époque, tout le monde voulait du zip, quoi. Donc, Hmm. le deal à l'époque, c'était de faire de la roue alu à la marque SRAM pour aller vraiment accompagner du client OEM et puis avoir des roues à vendre avec les transmissions qu'on pouvait avoir. Ça n'a pas très bien marché sur la route, donc c'était en quoi 2000, fin 2010-2011. On a décidé de splitter un petit peu route et VTT.
en disant que Zip allait faire toutes les roues de route et que donc on allait garder les roues VTT pour SRAM. Et puis donc ça, on a bossé encore quelques années sur les roues SRAM VTT. Et puis effectivement, après quelques années, là où on s'est vraiment dit, punaise, ça marche pas d'avoir deux groupes de développement différents au sein de la même entreprise qui travaillent sur les mêmes produits avec des marques différentes, des solutions différentes. Enfin, c'est vraiment pas très très efficace. Mm. Et donc, on a vraiment finalement réussi à se rendre compte que le mieux, c'était d'utiliser la marque qui était la plus forte au sein du groupe pour faire de la roue. Et donc ça, c'est la marque Zip. Et donc, c'était 2015-2016 où on a décidé de tout regrouper et de développer la marque Zip en ajoutant des niveaux de prix, en se concentrant seulement sur le carbone pour l'instant et Mm. toujours maintenant, mais pour vraiment utiliser cette marque forte dans l'industrie aussi et pour faire de la roue sous cette marque-là, quoi. Ok, c'est déjà une belle leçon de marketing en soi Eh et de oui, mais oui, positionnement de marque. bien sûr. Rien que ça, donc merci pour la leçon. T'avais un produit en particulier sur lequel on t'a dit de bosser ou c'était la gamme globale? En fait, quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose dans la roue pour la marque SRAM. Donc, on a eu pas mal de projets, au cours des années, et je pense qu'on aurait pu, avec les bonnes équipes, avec les bons positionnements, vraiment faire marcher ça. Ça avait commencé, il y avait des roues routes hybrides carbone, aluminium, les S80, les S60. Ensuite, on a fait les roues aluminium complètement, les S30 Race Gold, qui avaient des gros problèmes de conception au niveau du moyeu, malheureusement. Mais sinon, les produits étaient vraiment sympas au terme dans la jante. Et puis après, donc en VTT, on est passé sur des gammes avec les roues Rise pour le cross-country, Rome pour le All Mountain et puis Rail pour l'enduro. Et les roues étaient vraiment bonnes, étaient vraiment bien. Et je pense qu'on aurait vraiment pu les faire marcher sans problème sur le VTT avec un peu plus de support, avec un peu plus de soutien. Et puis, mais surtout avec une réflexion un peu plus poussée en termes de positionnement et puis d'attrait concurrentiel, quoi. Mm. Parce qu'encore une fois, hein, comme je disais, euh, moi je suis arrivé, les mecs ils m'ont dit, attends, on t'a fait venir, tu as vraiment l'expérience, on sait que les produits Mavic marchent, donc ben tiens, t'as qu'à nous faire du Mavic à la sauce rame. Ça va pas marcher forcément, c'est Facile, c'est pas possible. facile. Ok. Et surtout qu'à l'époque, et c'est vraiment là où il y a eu toutes les grosses transformations aussi, où voilà, les produits Mavic étaient plus aussi renouvelés et puis on va dire uniques et puis frais qu'avant. La recette commençait à prendre de l'âge. Et puis avec la tendance vers les jantes larges et tous ces Hmm. trucs-là, enfin bref, c'était vraiment pas la bonne recette. On n'a pas trouvé le positionnement qu'il fallait, quoi. D'accord, ok. Donc si on avance un peu jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les projets chez Zip dont tu es le plus fier, des trucs qui ont vachement bien marché, où tu t'es dit, putain, ça c'était génial. Et à l'inverse, c'est quoi les trucs où vous vous êtes planté, où vous pensiez que c'était génial et en fait, je sais pas, vous avez pas eu le product market fit ou un truc comme ça, quoi. Bah, là, pour le coup, chez Zip, il s'est passé quelque chose de vraiment bien, c'est que euh, Zip étant une marque centrée sur la roue, à l'inverse de SRAM, où il y a vraiment beaucoup plus de focus sur d'autres cœurs de marché, il y avait une dynamique qui était beaucoup plus intéressante en termes de développer des produits innovants et puis justement rechercher un positionnement unique et différenciant. Et, euh, et donc, un des projets dont je suis le plus fier, c'est un projet de roue qui s'appelle la 3.0 Moto. Hmm. 3.0 Moto, qui est une roue qu'on a développée, qu'on a présentée en 2019, je crois, avec un profil de jante en simple pont. Hmm. Et alors ça, c'est un projet que j'ai cherché à faire pendant très très longtemps. Un projet qui m'a été soufflé par un chef de produit mythique de l'industrie du vélo qui s'appelle Michael Bonney, qui gérait les vélos Orange. Cool. Michael Bonney qui malheureusement a eu un très très gros accident de vélo et qui s'est retrouvé paralysé pendant quelques années et donc qui est décédé il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Hmm.
Mais donc à l'époque, et je me souviens, c'était sur une présentation au IM avec Mavic en 2005 ou 2006, et Michael Bonney qui me disait à l'époque, les routes VTT, il faut que vous regardiez du côté des motos de cross. Parce une roue de VTT, donc ça a une jante à double pont pour optimiser le poids et la rigidité. Mais justement, cette rigidité, des fois, ça fait que la jante perd ses capacités d'absorption des impacts, ce que peut avoir, peut l'avoir une roue de motocross. Une roue de motocross, à l'inverse, c'est fait avec un extrudé en aluminium dur, souvent un aluminium série 7000, pour éviter justement de s'abîmer ou de se déformer. Une jante très très épaisse parce qu'ils ont un moteur, ils n'ont pas trop besoin de faire attention au poids. Mais le fait d'avoir une jante simple pont, ça permet à la jante de se déformer beaucoup autour des rayons. Donc si tu as ton rayon comme ça, puis ta jante qui est posée par-dessus, imagine que le rayon, ça te fait un espèce de point de pivot avec la jante qui peut pivoter de droite à gauche comme ça, euh, et puis avoir pas mal d'amortissement. Ok, alors Sur une pour jante de ceux moto, qui... Pardon, il y a... je te coupe une seconde parce que Oui, vas-y, vas-y. pour ceux qui vont nous écouter et qui ne voient pas, Bastien nous fait un petit pivot avec sa main, avec sa main sur son doigt. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube d'ailleurs, puisqu'il y a une chaîne YouTube hein, pour ceux qui ne savent pas. Vous pourrez voir tout ça à l'image. Voilà. Bastien, je te laisse reprendre. Excuse-moi, c'était une précision importante. Pas de- Bien sûr. Non, donc c'est vraiment l'intérêt de cette jante de moto, c'est que si tu pousses sur une des ailes de la jante, donc Mm. l'aile, hein, c'est vraiment la partie sur le côté, vraiment tout à l'extérieur. Si tu pousses sur l'aile de la jante, une jante de moto peut avoir un débattement entre 2 et 3 centimètres. Donc c'est quand même assez important. Ah ouais. Maintenant, à l'échelle de la moto, c'est pas grand-chose hein, quand tu as, je sais pas moi, le débattement sur la fourche et puis tout ça. Le truc qui est très très intéressant sur une moto, c'est que la fourche est vraiment là pour absorber les gros chocs à faible fréquence. Donc vraiment les impacts qui arrivent quand tu rentres sur un trou, un obstacle, un machin comme ça. Mais par contre, aucune suspension au monde est suffisamment rapide pour absorber les intensités les chocs à faible intensité et haute fréquence. Donc, tu vois, quand tu roules par exemple Mm. sur un terrain en cailloux avec vraiment beaucoup de, ah mince, j'ai le mot en américain, je le sais plus en français, dis donc j'ai tellement oublié De ça, le gravier. trail chatter. Ah, Quand tu as vraiment. Oui, oui, du gravier, enfin, quand tu mm. vois, quand tu as vraiment des impacts répétés très, très rapides, hein, la suspension ne peut pas revenir, se détendre et puis vraiment absorber ça. Et donc, ce qui est vraiment sympa sur une moto, c'est que tu as la jante qui travaille avec la suspension et que l'ensemble se combine pour éliminer à la fois les gros chocs, c'est le boulot de la fourche, et les chocs à faible intensité, haute fréquence, et ça, c'est le boulot de l'ensemble jante et pneus. Très Donc, bien. quand tu sais ça sur une moto, c'est vraiment super intéressant parce que tu dis, punaise, on a développé des roues de vélo qui sont très, très focalisées sur la rigidité. Parce qu'à l'époque, hein, quand Mavic d'ailleurs a inventé la jante métallique dans les années 30 pour le Tour de France 1934, si je ne me trompe pas, donc effectivement, tu avais des jantes très très légères, mais ça manquait toujours un peu de rigidité. Donc sous l'effet d'un pédalage un peu puissant, tu avais les jantes qui se tordaient un petit peu. Enfin voilà, il y a toujours eu cette recherche de rigidité dans la roue qui a été obtenue grâce à cette structure en double pont, un peu comme une boîte de chaussures. Hein. Quand tu fais une structure et puis que tu la refermes, eh ben, ça te donne la rigidité à faible poids. Mm. C'est très très bien. Sauf que maintenant que le carbone arrive dans les jantes, on garde la même structure. Et à mon avis, on est arrivé à des jantes qui étaient trop rigides. Et ça, c'est vraiment détrimental, non seulement à la qualité de roulage du vélo, mais aussi au confort du pilote. Mais surtout, et c'est ça le plus important, détrimental à la vitesse. Parce que quand tu te bats contre ton vélo pour garder le contrôle, tu n'as pas de Mm. confiance. Et qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas confiance? Eh ben, tu roules moins vite. Alors, je me Et donc, souviens effectivement, voilà. pardon, mais je me souviens d'avoir essayé une paire de roues Envy dont la tension des rayons était de 1700 newtons, quelque chose comme ça, parce que c'était comme ça Ouais, voilà. qu'ils Ouais, étaient ouais, montés, ouais. quoi, genre débile. Débile dans le sens, c'est pas idiot, mais c'est juste énorme. Et tu sens dans tes jambes, enfin moi je sentais dans mes mollets, je sentais un truc, j'avais des courbatures dans les mollets parce que
C'était Voilà, très très rigide, quoi. Et donc finalement, bah, faut du physique. C'est moyennement confortable, donc du coup tu subis plus, donc du coup ta sortie elle dure moins longtemps et elle est plus physique. Voilà. C'est ça en fait le parti exactement. pris? C'est exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont combinées, hein, à l'époque. Il y a ce personnage, Michael Bonney, qui m'a parlé de cette capacité des roues de motocross. En même temps, j'ai des discussions avec Nicolas Vouilloz. Sacré Nico. Sacré Nicolas Vouilloz, donc le patron de la descente, hein, Ah là là. pendant très très longtemps, et toujours le patron aujourd'hui, moi je trouve. C'est toujours le patron, Euh, il n'y a pas de débat. et donc Nico qui me disait à l'époque que la meilleure roue sur laquelle il ait jamais roulé en descente, c'est une roue qui était montée avec 36 rayons en titane croisés par 4. Ouais, et donc la fameuse jante 521 dont tu parlais tout à l'heure. Waouh. Et alors, quand tu imagines, les rayons en titane, c'est quand même très très élastique. Quand il Hmm. y en a 36 croisés à 4, ça fait des roues qui sont vraiment très très molles, quoi. Alors, si tu peux t'imaginer, tu prends ta roue dans les mains comme ça, c'est limite, tu peux jouer de l'accordéon avec ta roue tellement Hmm. elle est souple. Et Nico qui me disait, mais voilà, une roue comme ça, c'est parfait parce que tu n'as pas besoin de te battre. Les impacts et les choses sont absorbés par la roue avant d'arriver dans les mollets, avant d'arriver dans le guidon. Et toi, tu n'as pas besoin de te concentrer là-dessus. C'est le vélo qui absorbe ça. Toi, tu te concentres sur ta ligne et voilà. Et c'est des choses, Hmm. ça fait vraiment ouvrir les yeux. Il y a encore un autre truc aussi, par exemple, cette fois par Sam Peridi, encore un autre pilote mythique, Bien sûr. vraiment un grand, grand copain, qui me disait, qui était journaliste donc pour VTT Mag à l'époque, qui me disait qu'il essayait des vélos. Et donc, certaines marques de vélos, une certaine marque de fourche, avec notamment les D-Max de Mavic qui étaient très, très rigides à l'époque, c'était super physique et dur à contrôler. Les mecs étaient obligés de desserrer, tu sais, les vis qui tiennent la fourche au niveau du double T. Donc, au lieu de laisser vraiment les trucs serrés à bloc comme c'est censé l'être, les pilotes étaient obligés de desserrer les vis des fourches double T pour qu'il y ait un peu Hmm. de confort et de compliance dans le système, Ok, tellement les vélos étaient devenus rigides à l'époque. d'accord. Et même Donc, aujourd'hui, pardon, je te coupe, mais même aujourd'hui, quand tu vas oui, vas-y. voir des pilotes en Coupe du Monde, en descente par Ouais, exemple, c'est rare de voir des gens qui sont full carbone, que ce soit roue, cadre et guidon, ouais, parce que ouais, justement c'est extrêmement rigide. Donc on voit des pilotes qui reviennent à des guidons en alu, exactement. qui disposent de plus de flex et qui filtrent Mm. les vibrations, justement pour que sur un run de descente, alors je parle pas cross-country ou autre parce que je connais moins, mais en tout cas on revient sur voilà, sur des postes de pilotage et voilà, en alu, pour avoir plus de confort à la descente. C'est complètement ça. Et c'est le cas aussi pour l'enduro, parce que bon, l'enduro se radicalise tellement maintenant, Hmm. tu as presque l'impression de faire 6 ou 7 mini descentes dans la même journée, hein. C'est vraiment dur. Il faut, euh, il faut vraiment se sortir de l'idée que cette course à la rigidité absolue, c'est ce qu'il faut partout, parce que non, ça marche pas. Et c'est là vraiment, moi, je trouve, où il y a un gros, gros intérêt pour la fibre de carbone, c'est que la fibre de carbone, ça peut être travaillé pour obtenir n'importe quel résultat que tu veux. Alors jusqu'à maintenant, on a vraiment utilisé ça dans le sens, on va faire un truc plus léger, plus rigide, et donc tous les designs, que ce soit de la roue, que ce soit du cadre ou du guidon, étaient vraiment très très orientés, recherche de rigidité, recherche de légèreté. Mais la fibre, tu peux la travailler différemment, tu peux l'orienter différemment, tu peux utiliser différents types de fibres dans des constructions différentes pour, au contraire, cette fois, obtenir plus d'absorption, plus de compliance. J'ai ce mot Oui, en anglais et ouais, je ne sais de pas comment, tolérance. j'ai du mal à le dire, Tolérance, tolérance, oui, ouais. merci, de déformation, Mhm. d'absorption, et qui permettent d'obtenir des qualités de roulage qui sont vraiment très différentes. Ok. Donc voilà, c'est vraiment tous ces trucs-là.
c'est depuis, je reviens encore hein, sur ce projet de roue 3.0 moto chez Zip, une roue dont j'avais l'idée en tête depuis allez, 2006, 2007 dans ces coins-là, mais que c'est pas des roues qu'on peut faire en aluminium parce qu'on ne serait pas dans les poids. Quand on a commencé chez SRAM, le carbone était déjà là, mais on n'avait pas vraiment les connaissances pour faire une roue comme ça. Et donc, c'est seulement quand je suis arrivé chez Zip où j'ai pu commencer à bosser avec les ingénieurs en recherche avancée chez eux que les mecs ont dit, mais si, ça, on est capable de faire. Et ça nous Ok. a pris 4 ans pour la développer, cette roue, et la mettre au point, avec notamment donc l'aide de grands pilotes, hein. On a bossé avec Jérôme Clemens pour développer cette roue-là. On a bossé un peu avec Mitch Ropellato ici aux États-Unis. Mhm. Euh, qui s'intéresse de manière intéressante. C'est une roue qui marche très bien avec ses capacités d'absorption. Euh, tout ce qui est VTT en sentier un peu naturel, hein, vraiment très très pas travaillé du tout quand il y a de la racine, du rocher et que tu as besoin de grip et de vitesse en conditions naturelles, c'est une roue qui est idéale. C'est une roue qui est un peu moins idéale en bike park quand tu as des Mhm. berms, quand tu as des virages relevés ou que tu as vraiment besoin d'aller chercher des appuis parce que là, il n'y a pas du tout le support que tu peux avoir, hein, surtout avec les évolutions qu'on peut voir maintenant. Donc en bike park, la roue, elle marche un petit peu moins bien. Mais notamment, on a tous les pilotes du Zip Lapierre, du team Lapierre Zip collective avec Isabeau Cordurier, Mhm. Adrien Daly et puis Lysandre qui utilisent la roue. On a encore, même si la roue, on la recommande pas pour une utilisation en VTT enduro électrique, Nico, c'est ce qu'il choisit de rouler tout le temps. Ouais. C'est Parce qu'il me Nico. dit, voilà, c'est la seule roue Mhm. carbone, c'est la seule roue carbone du marché. Il me dit, Nico, qui apporte quelque chose de vraiment incroyable par rapport à tout le reste. Et pour ces utilisations-là, c'est une roue qui est, Mhm. à mon humble avis, unique et vraiment, vraiment adaptée. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que effectivement, sur un usage bike park et vélo à assistance électrique du fait du poids, comme c'est une roue qui est assez souple et qui a donc cette tolérance, Exact. si tu schralpes dans le virage, alors schralp, c'est pour ceux qui Non, connaissent ouais, ouais. pas, l'idée c'est de rentrer très fort dans un virage pour limite faire déjanter le Ouais, pneu. ouais. C'est un peu en vogue Non, en ce moment, c'est un peu sur les réseaux sociaux. Plus tu fais ça et plus t'es bon. Malheureusement, en fait, bah, les pneus suivent pas toujours et les jantes sont pas toujours faites pour ça. Donc, ok, non, donc je comprends ça. Et oui, et donc en VAE, si t'envoies un peu trop comme un bourrin, tu risques effectivement eh d'aller à oui. la limite de la jante. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça et par rapport au carbone, question qui m'intéresse. C'est, bon, en ce moment, on fait tous un petit peu attention au sujet développement durable, recyclabilité et tout ça. Je me pose la question de savoir comment est-ce que, enfin, est-ce que l'alu, euh, enfin, comment est-ce qu'on pourrait, enfin, est-ce qu'il est possible de faire des bonnes, voire même de très bonnes jantes en alu? Qui viennent concurrencer le carbone. Alors, c'est vraiment très, très probable, oui, que ça puisse se faire. Maintenant, je pense pas être la personne idéale pour répondre à cette question parce qu'on ne travaille pas du tout l'aluminium et puis on fait aucun effort en ce moment pour essayer de développer ça. Et donc, il y a probablement des niveaux de connaissances ailleurs dans l'industrie ou même en dehors de l'industrie du vélo Mm. qui sont un peu plus à jour que ce que moi je peux dire. Le problème de l'aluminium, comme on le voit, euh, c'est que tu vois, d'un côté, tu as des roues carbone qui sont très légères, très rigides, et qui, par cette rigidité, deviennent presque cassantes. Donc, du coup, comme elles sont très rigides, elles n'ont aucune capacité d'absorption. Et le carbone, en fait, quand tu arrives à un certain niveau d'impact, un certain niveau d'énergie, là, tu vas vraiment casser, fissurer le carbone et ta roue, elle est bonne à changer. D'un autre côté, tu as les roues aluminium qui sont presque meilleurs à rouler. D'un côté, absorption des vibrations, d'un côté, qualité de roulage. Donc, toutes les qualités qu'on a voulu mettre dans cette roue 3.0 avec ce profil simple pont carbone, c'est des choses que tu peux retrouver dans différentes roues à différentes mesures. Après, ça dépend aussi de la construction de la jante, mais Mm. tu retrouves ces qualités dans certaines jantes. Le problème de ces jantes-là, par contre, c'est que si l'aluminium ne casse pas comme le carbone, il se déforme beaucoup plus facilement. Et donc, on a tous vu, hein, surtout sur des jantes très très molles,
d'une certaine marque, qu'il suffit simplement des fois d'aller faire une sortie et puis d'aller Hmm. taper une racine, un caillou au même endroit pour avoir un gros jeton dans ta jante. Alors la plupart du temps, ça se répare, hein, tu prends une paire de pinces, tu la remontes et puis ça va. Mais ça a vraiment contribué à cette image de dire que l'aluminium, les jantes en alu, c'est presque des pièces d'usure dans le vélo, au Hmm. titre de la chaîne, au même titre que la chaîne, que les patins de frein, et puis tout ça. Et moi, je trouve ça dommage quand même, parce que la jante, c'est quelque chose qui peut participer de manière énorme à la qualité, à la qualité de roulage. J'ai vu des jantes, tu vois, être tordues au bout d'une semaine. En Coupe du Monde, tu as les mecs qui font une jante par run presque, tellement c'est mou. Euh, et je trouve pas ça acceptable pour quelqu'un qui va payer son matériel. Hmm. Alors peut-être qu'à terme, on peut trouver un alliage qui permet d'avoir la même capacité de déformation, d'absorption, de souplesse que notre roue moto, et sans avoir cette déformation élastique permanente qui est le propre des jantes alu. Peut-être qu'on peut trouver ça. À ma connaissance, je ne sais pas encore si ça existe ou pas. Et Ok. encore une fois, c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment d'efforts pour aller de ce côté-là chez Zip. Hmm. Donc, si je comprends bien, aussi pour essayer d'aller détricoter un mythe qui est que le carbone est moins résistant que l'alu. Euh, Si on essaye de comparer des choses qui est comparable à un choc égal, on prend la même config, j'en sais rien, la même racine, la même vitesse, le même pneu, même pression et tout ça. Quelle va être la différence entre un impact sur une jante alu et une jante carbone? Alors, j'ai des billes là-dessus d'ailleurs, et je pourrais presque te montrer un peu des données qu'on avait à l'époque. Mais ce qu'on voit par exemple sur les tests à l'impact qu'on a pu faire pendant le développement de cette roue-là, on s'est rendu compte que la jante alu va commencer à se déformer beaucoup plus tôt que la jante carbone. Ok. La jante carbone, si tu l'impactes avec une intensité qui est inférieure à ce niveau de rupture, la jante, elle va vraiment elle va absorber la vibration et il va rien se passer du tout. Alors que la roue aluminium va commencer à se déformer beaucoup plus tôt, donc tu vas avoir des ailes qui s'affaissent, c'est là, tu vois, où Hmm. tu as des pins, des stocks. Et donc, le problème de ça, c'est que si tu roules en tubeless et puis que tu as ta roue alu qui commence à se déformer, ben là, ça peut créer des problèmes de rétention du pneu, Hmm. des problèmes de résistance à la pression. Tu vas commencer à perdre de la pression parce que ton interface entre la jante et le pneu n'est plus trop la même. Sans parler du Et donc, voile. ça arrive beaucoup plus. Oui, oui, Sans parler du exactement. voile, du Sans saut. parler du voile, Hmm. la déformation d'une jante alu apparaît beaucoup plus tôt qu'une jante carbone. Et ça peut être un gros problème. Ok. Alors après, si tu continues à augmenter les intensités d'impact, dans la plupart des roues carbone qui sont construites pour être légères et rigides, tu vas arriver à un impact de rupture. Donc quand tu as suffisamment d'énergie dans ton impact pour vraiment casser la jante. Et alors c'est ça le problème, c'est que souvent cet impact de rupture, il arrive plus tôt que pour une jante carbone que pour une jante aluminium. Ok. Et c'est là où les gens se sont dit, punaise, mais les roues carbone, c'est moins résistant que les roues alu et tout ça. Hmm. Après, nous, dans notre développement, on avait vraiment cet objectif de se dire, il faut que la roue carbone, elle tienne plus longtemps que la roue alu. Donc, on a développé un profil. On a impacté des jantes alu sur le marché pour voir à peu près vraiment le niveau d'énergie pour complètement détruire cette jante alu. Et on a positionné la nôtre un peu au-dessus. Mais c'est comme ça, vraiment, cette perception que la roue carbone est moins solide que la roue alu, c'est du fait de dire que ben voilà, la roue carbone ne se déforme pas, euh, elle va se casser complètement, alors que la Hmm. roue en aluminium, la jante en aluminium, tu vas avoir une déformation. D'accord. Mais la déformation arrive beaucoup, beaucoup plus bas pour une jante alu, quoi. Ok, je comprends. C'est un peu plus on-off sur du carbone. Ok. Eh oui, c'est exactement ça. Ok, ok. Très bien. Continuons sur les mythes, si tu veux bien. Et passons à notre Et sujet oui, et c'est dont on a parlé, qui intéresse beaucoup de monde. Le, le juste milieu entre section de pneus et rendement. oui.
Comment attaquer le sujet? Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi les tests, que vous avez faits, les comparaisons déjà, dis-nous tout. Alors, déjà là, le truc à dire, c'est qu'on va passer du VTT, hein, on a parlé VTT exclusivement jusque-là, Ouais, et maintenant on va passer sur la route, OK. parce que c'est vraiment un des gros sujets sur la route. Donc, en développement, on a commencé par faire cette roue VTT, la roue 3.0 moto, hein, qu'on a positionnée pour une pratique trail, grand débattement enduro. Mmh. Et puis, mais il faut savoir quand même, le cœur de marché chez Zip, ça reste la route. Et donc, on avait des produits, des roues qui étaient centrés pendant très très longtemps chez Zip uniquement sur une promesse d'aérodynamisme très très poussée. Donc, c'est vraiment ce qu'a fait la croissance des roues Zip toutes ces années, c'était le développement de la jante en soufflerie pour augmenter l'efficacité, réduire les traînées aérodynamiques et puis avoir des roues qui sont vraiment très très rapides. Mmh. Euh, L'idée, enfin, de ce truc-là, c'était vraiment bien, sauf que maintenant, donc, la recherche aéro, hein, c'était vraiment unique à Zip il y a peut-être 15 ans. Mais maintenant, tous les fabricants de roues haut de gamme se focalisent sur l'aérodynamique. Et puis, tu regardes n'importe quelle marque, il y a une promesse quelque part en disant, bah voilà, notre roue est plus rapide que la Zip 404, nanani, nanana. Enfin, il y a tout le monde qui prétend avoir la roue la plus aéro du marché. Alors nous, on regarde ça, on se dit très bien, mais donc on pense toujours qu'on a une des roues les plus aéro du marché. Mmh. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que l'aérodynamique tout seul est plus suffisant pour vraiment remplir cette promesse d'avoir les roues les plus rapides. Tout le monde se tient plus ou moins près. Et finalement, quand tu roules, les roues sont tellement près que ça fait pas vraiment de différence d'une marque à l'autre. Mmh. OK. Et donc Et là, on est peut-être en 2020 et on se dit, il faut qu'on élargisse notre angle d'approche. mmh, Qu'est-ce qui fait on cherche toujours, c'est la promesse de la marque, hein, chez Zip, c'est on fait des composants qui vous rendent plus rapide sur le vélo. Qu'est-ce qui te permet d'aller plus vite? Et c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui affectent l'efficacité cycliste en dehors de l'aérodynamique. Il y a donc la résistance du vent, il y a la résistance de la gravité, mais il y a forcément la résistance au roulement. Et puis il y a un nouveau truc qui est donc les pertes d'énergie liées aux vibrations de la route. Et alors ça, c'est là où on rejoint un petit peu vraiment toute la recherche qu'on a pu faire sur ce projet 3.0, parce que c'est là où on a vraiment appris pas mal de choses sur le projet 3.0 en termes d'un profil qui soit plus souple, qui permette d'amortir ces vibrations, qui au final te donne un pilotage plus calme. Parce que si tu filtres mmh, les vibrations à la roue, eh ben, tu as moins de vibrations au guidon. Et si tu as moins de vibrations au guidon, tu te sens plus en confiance, tu vas plus vite. Et donc, c'est là où on a commencé à regarder un petit peu sur ces domaines d'efficacité au roulage, hein, la résistance de roulage, mais aussi les pertes d'énergie liées aux vibrations. Et on s'est rendu compte que même sur une route normale, hein, en bitume, où tout le monde se dit il me faut des pneus fins gonflés à je ne sais pas combien, même sur ces routes-là, il y a quand même un certain niveau de vibration qui est détrimental, qui est, ça se dit, hein, enfin, détrimental, qui va affecter ta délétère puissance. Détrim- peut-être, ouais, ou nuisible, Nuisible, merci, ouais, nuisible, c'est le bon mot, nuisible. ouais. Euh, il faut que je rentre en France, ça fait trop longtemps que je suis parti, moi je sais plus les mots, quoi. Bref, cette notion de vibration qui vient affecter ton rendement, Mmh. c'est quelque chose qui est assez peu connu dans le milieu du vélo. Alors, on n'est pas les premiers à en parler, hein. Il y a eu des marques de pneus qui en ont parlé, il y a eu d'autres marques. C'est une science en fait qui est très très connue, par exemple en Formule 1, où les mecs vont très très loin pour analyser tous ces trucs comme ça. Quelque chose qui est connu sous le nom de perte d'hystérésis. Donc où on voit cette notion de vibration due à la surface sur laquelle tu roules, qui remonte dans le vélo à travers les pneus, la roue, le cadre, la potence, le guidon, et qui vient affecter la puissance du cycliste. Alors, de manière intéressante, c'est quelque chose qu'on connaît tous de manière instinctive. Et je ne sais pas, hein, si pour tous les gens qui ont eu
la chance Mhm. ou, Mhm. J'ai peur. l'expérience, on va dire, d'aller rouler sur les pavés. Tu sais, tu prends ton vélo de Ouais, route, tu vas rouler ouais. sur les pavés dans le nord de la France. Et c'est clair, quoi. Il faut mettre beaucoup plus de puissance dans ton vélo pour maintenir la même vitesse Mm. quand tu roules sur une surface accidentée que quand tu roules sur une surface très très lisse. Et donc, il y Ok. a, il y a- il y a- il y a plusieurs choses. C'est en 2017-2018, il y a des études qui sortent, notamment un cycliste américain, quelqu'un qui s'appelle Taylor Phinney, qui dit, ben voilà, lui il fait un test à Paris-Roubaix. Pour atteindre une vitesse de 35 km/h au vélodrome, il lui faut, je ne sais plus les chiffres de tête, mais il lui faut peut-être 150 watts. Mm. Pour atteindre la même vitesse de 35 km/h sur une piste cyclable en terre en dehors du vélodrome, il lui faut 200 watts. Et pour atteindre la même vitesse de 35 km/h sur les pavés de la tranchée d'Arambert, il lui faut 350 watts. Donc, tu vois, c'est vraiment en termes d'énergie cycliste, c'est ça. C'est quand tu vois la différence de puissance en fonction des surfaces sur lesquelles tu roules, tu Mm. dis, il y a vraiment quelque chose dans cette notion de vibration. Donc pour la même vitesse cible, on est d'accord. Pour la même Pour la vitesse même vitesse cible, cible, vraiment, le truc, c'est de se dire, Ouais. ouais, Ok. tu as besoin de dépenser beaucoup plus d'énergie quand tu as une surface abîmée sur laquelle tu roules qui vient faire passer des vibrations. Et donc, et c'est pareil en gravel aussi. Tous les gens qui roulent en gravel sur des distances un peu longues ont cette expérience de dire, punaise, j'ai roulé 150 km en gravel et j'ai l'impression d'être 3 fois plus fatigué que si j'avais roulé 150 bornes sur la route. Et donc, c'est non seulement d'un point de vue physiomécanique, j'imagine, où où tu as besoin de beaucoup plus de puissance pour rouler sur surface accidentée, mais il y a aussi le fait que toutes ces vibrations qui remontent à travers le vélo jusque dans le corps du cycliste, ils n'ont aucun endroit pour se dissiper, mis à part les muscles du cycliste. Et quand tu regardes donc les vibrations, si tu prends une caméra Mm. et que tu fais un truc en ralenti, vraiment sur les bras, les muscles du biceps, et que tu vois ce qui se passe quand vraiment tu travailles sur les vibrations, mais tu vois toutes ces vibrations, vraiment, elles sont atténuées finalement et filtrées dans le corps du cycliste. Et ça crée une fatigue, mais incroyable, quoi. Et c'est vraiment ce qui contribue à cette impression de dire que, punaise, le gravel, c'est vraiment, vraiment dur sur les longues distances, quoi. Ok, Donc, d'accord. on part de là, on a cette connaissance de cette roue 3 heures moto, on commence à faire vraiment pas mal de recherches. Et c'est là où on se dit, purée, il y a 10 ans, les jantes en VTT sont vraiment très, très élargies. Hein, c'est dans les années 2013, 2014, 2015, ou enfin dans ces eaux-là, vraiment Mm. les jantes de VTT sont passées, on disait 19, 21 mm entre crochets, et donc sont passées sur des largeurs autour de 30 mm. Et l'intérêt de ça, c'était d'avoir plus de support sur le pneu et puis de pouvoir réduire un petit peu les pressions. Mm. Et sur la route, on s'est dit, punaise, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire aussi de ce côté-là, parce que si on est capable d'élargir la jante et de réduire la pression du pneu, alors effectivement, on peut tourner la roue de vélo en une sorte de suspension pour le vélo de route, et puis éliminer toutes ces vibrations à la base, avant même qu'elles arrivent dans le cadre et dans le corps du cycliste. Et donc, c'est là où on a commencé à regarder un petit peu, à faire des largeurs de jantes sur la route beaucoup plus élevées, hein. Mm. Je me souviens chez Mavic, il y a 20 ans, on faisait des Xerium qui étaient en 13 mm entre crochets. Ouais, ouais, Waouh. c'était la norme, ouais, voilà, dans 2005 et tout ça, quoi. Donc maintenant, on est sur des largeurs, des largeurs de jantes en roue de route. Alors, la plupart des marques sont passées sur du 17, 19 mm entre crochets sur de la roue de route. Chez Zip, on est entre 23 et 25 mm de largeur pour une jante de route. Ok. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir des jantes très très larges Mm. qui permettent, exactement comme ça l'a fait pour le VTT il y a 10 ans, des jantes larges qui permettent d'élargir le pneu, d'augmenter le volume d'air du pneu et donc par effet physique, de pouvoir réduire vraiment la pression de manière importante. Mm. Et le gros intérêt de ça, c'est que voilà, tu transformes ta roue en une suspension pour le vélo, tu filtres toutes ces vibrations et là, on peut vraiment mesurer les impacts que ça a en termes d'augmentation de l'efficacité cycliste. Et ça va
de 5 à 7 watts sur une route vraiment lisse, une route normale, hein, par rapport à une jambe plus étroite et un pneu gonflé plus haut. Donc 5 à 7 watts d'économiser sur une route normale, jusqu'à 45-50 watts d'économiser sur des sections pavées de Paris-Roubaix qu'on a pu le tester avec le team Movistar, par exemple. Ok. Et alors, donc, les échelles de comparaison, justement, enfin, 50 watts, c'est entre quelle section, quelle pression, et quelle section, quelle pression? Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, hein, ces économies, ça dépend vraiment de la surface de la route. Ouais. Et donc, c'est un truc sur lequel on communique beaucoup en ce moment parce que, comme tu l'as dit, hein, il y a beaucoup d'a priori et d'idées reçues. Et, et notamment, voilà, cette idée que bah, les pneus sur la route augmentent de section, hein, tout le monde dit, oh là là, moi, ça y est, maintenant, je suis passé sur des gros pneus, je suis passé en 28. Pour moi, 28, c'est vraiment le minimum possible Hmm. que tu puisses avoir pour justement aller rouler correctement. Mais, mais donc, l'accès de comparaison dont je t'ai parlé avec une économie de 40 à 50 watts, c'est un test qu'on a fait avec des coureurs du team Movistar sur les pavés du carrefour de la tranchée d'Arambert, pardon, à Roubaix en 2020. Et donc, Movistar, on leur disait, il faut que vous passiez en tubeless, il faut que vous passiez sur des plus gros pneus avec des plus faibles pressions, et ça va vous permettre d'aller plus vite dans les secteurs pavés. Et on leur avait dit, euh, on a un test en laboratoire qui est capable de reproduire des sections de route avec des impacts plus ou moins hauts, et on leur avait dit, vous allez gagner vraiment beaucoup d'énergie, quoi. Donc après, euh, c'est facile à dire comme ça, mais les gens, ils veulent vraiment vérifier par eux-mêmes, hein. Hmm. Et donc, on a fait le test où donc on était à la tranchée d'Arambert, il y avait ces deux coureurs pros, et ils ont fait un premier run avec leur équipement traditionnel, donc une roue Zip 303 en boyau, avec un boyau qui était un boyau en 28, je crois, 28 ou 30 millimètres dans ces coins-là, et puis avec une pression de 5 bars, donc déjà assez bas quand même, hein, Hmm. pour un coureur routier. Et donc, une fois qu'ils ont fait ce premier passage de référence avec leur temps, avec la puissance moyenne sur le passage, on les avait passés sur un montage tubeless. Pareil avec la roue 303 tubeless, donc en tubeless et jantes sans crochet. Et avec le pneu en 30 millimètres aussi, on a commencé à 5 bars et à chaque passage, on leur a fait réduire la pression de 0,5 bar jusqu'à ce qu'ils trouvent vraiment la limite. En Hmm. gros, on leur a dit, descendez jusqu'à ce que vous ayez vraiment des gros pains sur la jante, jusqu'à ce que vous cassiez des roues même, mais on veut savoir où se trouve la limite. Ok, c'est bien, j'aime bien ça. Et alors, ils sont descendus. Ben oui, parce qu'il il faut savoir, hein, si on n'essaye pas, on va pas Hmm. savoir. Ils sont descendus jusqu'à 3 bars et tout. Alors, 3 bars dans les pavés, c'est quand même pas beaucoup, hein. Hmm. Et effectivement, donc ça a cassé de la jante et puis tout ça. Mais ça leur a permis de voir qu'aux alentours de 3 bars et demi, 4 bars, ils avaient suffisamment de protection dans la roue pour pas taper la jante. Et ça leur a permis donc de faire deux constatations. Le passage faisait à peu près 4 minutes. Il y a un des coureurs qui a fait exactement la même puissance moyenne que sur sa roue à boyau. Par contre, il était 20 secondes plus rapide sur 4 minutes. Donc, sur un segment de 4 Hmm. minutes, quand tu économises 20 secondes en dépensant exactement le même niveau de puissance, ça fait quand même déjà un gros avantage, quoi. C'est fou. 20 secondes sur 4 minutes Tu au peux même rappeler niveau de les puissance. au même niveau de puissance versus versus boyau. Là, c'est juste la pression qui a changé ou c'est C'est juste la pression qui a c'est changé, juste ouais. la pression qui a changé. Non, non, Génial. c'est juste la pression qui a changé. Alors, le fait aussi que la jante tubeless augmente le volume d'air dans le boyau, ça permet d'avoir beaucoup plus de support. Bien sûr. Parce que en termes de, donc, tu as plus de volume d'air, donc tu n'as pas la déformation du pneu que tu peux imaginer à faible pression. Ok. Et juste comme ça, il a économisé 20 secondes sur un segment de 4 minutes. Et puis, le deuxième passage a des pressions plus faibles que sur son système à boyau. Euh,
il a fait exactement le même temps qu'avant, donc il est resté sur ses 4 minutes, mais par contre, sa puissance moyenne a diminué d'exactement 48 watts. Ok. Et quand Ah tu ouais. penses, voilà, quand Bien tu sûr. imagines qu'à l'époque, on a fait des projets chez Zip basés sur des gains aérodynamiques de l'ordre de 2 à 3 watts, là, on a un système qui te permet d'économiser presque 50 watts sur un passage défoncé. C'est gigantesque, mais tu t'imagines même pas, quoi. Et donc, on a fait voilà, tout ce qu'on avait démontré sur les simulations en laboratoire se sont avérés vrais sur le terrain. Et donc, ces deux coureurs de Movistar, donc là, on est en 2020, hein, ils sont sortis du test avec des yeux grands comme ça, les mecs de Hmm. l'équipe aussi. Enfin, voilà, la semaine d'après, ils ont parlé à tous leurs collègues, toute l'équipe qui roulait Roubaix. Il n'y en a plus personne qui voulait rouler en boyau. Les mecs sont même passés en 32, des pneus en 32 millimètres pour justement encore plus bénéficier de ça. Il y avait une grosse peur à l'époque, c'est de se dire, OK, je vais avoir des gros pneus et des faibles pressions, ça va être super pour les secteurs pavés. Hmm. Mais qu'est-ce qui va se passer entre les secteurs pavés quand je suis obligé de rouler sur la route? Et en faisant des tests, c'est là les mecs se disent, bah non, finalement, on ne perd pas grand-chose sur la route. Par rapport aux gains gigantesques qu'on gagne sur les pavés, Hmm. c'est gigantesque. Ok. Et le truc que je veux juste finir là-dessus, Ah, c'est bien que sûr. on n'était pas les seuls hein, à pousser nos équipes à rouler tubeless. Et donc, depuis 2020-2021, il y a vraiment tout le pro peloton à Roubaix qui passe maintenant sur des tubeless. Et on Hmm. n'arrête pas de dire, punaise, ça a été le Roubaix le plus rapide de l'histoire, les vitesses moyennes les plus élevées. Et là, il n'y a pas de secret, hein, c'est parce que les coureurs sont passés sur tubeless et bénéficient de ces avantages en termes de filtration et puis de qualité au roulement sur les pavés. Ok, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin là-dessus, il y a des équipes qui utilisent le système SCOP, si je ne me trompe pas, c'est le nom Ouais. du système, qui permet de changer pendant qu'on roule la pression des pneus avec ce système. Donc on a deux boutons enfin, sur le guidon et on a ce moyeu avec un système de pompe qui est auto-alimenté et qui va venir augmenter ou diminuer la pression des pneus. C'est un système qui vaut, je crois, 6 000 euros, il me semble. Ouais, Ouah. ouais, ouais, ça vaut 6 000 euros. Bon, bah, c'est pour les équipes pro, hein. C'est pour les équipes pro Ouais, ouais, ouais. qui font le Roubaix. Donc, pour le sportif, pour les gens qui pratiquent, on va dire, régulièrement le vélo et qui sont pas compétiteurs acharnés, ça n'a aucun intérêt. Sauf pour des geeks comme toi et moi. Euh, ouais, non, mais c'est ok, Alors, donc énorme. Vas-y, dis-moi. ben, non, mais il y a des choses, enfin ça on peut en parler, hein, parce que moi personnellement, je suis pas forcément convaincu par un système comme ça, parce que bah, la complexité, le coût, le poids que ça te ramène sur Hmm. le vélo, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Et un système comme ça, il est juste motivé par cette peur que des pneus plus larges à faible pression, Hmm. ça va être moins efficace sur les parties lisses du parcours. Et que donc, il faut pouvoir changer la pression pour pouvoir remettre de l'air dans les pneus de manière à avoir un bon rendement sur la route lisse. Et ça, c'est quelque chose pour nous auquel on ne croit pas. On pense qu'un gros pneu à faible pression, ça va vraiment te permettre d'amortir les vibrations sur les secteurs défoncés, mais ça va être tout aussi rapide sur les parties de la route. Parce que, comme on a dit, on est sur une jante très très large qui permet d'élargir le pneu, de soutenir les parois du pneu de manière à ce que le pneu ne se déforme pas, même si on est dans des pressions faibles Hmm. et justement d'avoir euh, même sur une route lisse, on a mesuré hein, des pertes d'énergie de l'ordre de 5 à 7 watts dû aux vibrations. Et donc un pneu plus gros, ça va te permettre d'améliorer ça. Donc le système tubeless pour finir sur le chapitre Roubaix, Hmm. je pense pas qu'il soit encore complètement optimisé parce que Hmm. comme on l'a vu, il y a eu pas mal de problèmes, notamment le fait que quand tu crèves un pneu, ton pneu va avoir tendance à déjanter. Et si tu déjantes, tu roules sur la jante, tu casses la jante, ça crée tout un tas Hmm. de problèmes. Donc,
À mon avis, les systèmes qui te permettent d'ajuster ta pression de pneu sur le vélo, c'est un peu trop compliqué et on a moyen d'arriver à des solutions où il n'y a pas forcément besoin de ça. Mais sur des épreuves extrêmes, un peu comme le Roubaix, je pense que là où on a des solutions comme les inserts de pneus qui prennent vraiment tout leur sens parce que ça permet de rouler même un peu avec le pneu à plat sans avoir le pneu qui déjante. Et ça, là, il y a des vrais intérêts à ce niveau-là, quoi. Ok. Euh, ça m'évoque quelque chose, une autre question, c'est jusqu'où jusqu'où il faut aller, justement en termes en termes de largeur de pneus. Je reprends Oui, mon exemple perso, hein, moi j'ai un vélo de route avec bien des pneus en sûr. 47. Bon, j'adore, c'est absolument c'est magique. Je suis pas à la recherche d'un rendement ou de performance particulière. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir rouler longtemps et on va dire rouler dans le confort. Ce qui m'a permis de faire une fois un aller-retour Paris-Trouville, 370 bornes, alors que j'étais pas particulièrement préparé, bon, un petit peu quand même, mais de pouvoir le faire en gardant mon dos et mes bras et mes jambes. Euh, donc, est-ce que j'aurais pu le faire avec des pneus avec une plus petite section? Je pense pas. En tout cas, pas en dessous de 30, je pense pas. Maintenant, c'est quoi pour toi? Euh, J'imagine que c'est compliqué parce que ça dépend aussi des objectifs de chacun. Moi, mon objectif n'est pas la performance, donc je m'en fous. Mais c'est quoi comment est-ce qu'on ajuste le curseur entre la largeur de pneu et ce qu'on recherche comme comportement du vélo? Enfin, est-ce que j'imagine qu'il n'y a pas de science exacte, et ça dépend de plein de Non, paramètres, mais est-ce que tu peux nous éclairer un petit exactement. peu par rapport à ça? Bien sûr. Alors, avant que je réponde, juste par curiosité personnelle, tu roulais à quelle pression dans ces pneus en 47 là pour faire ta grosse sortie là? C'était, je pense que ça devait être 4 ou 5 bars, qui était peut-être beaucoup, mais entre 4 et 5, je pense. Oui, oui, ça paraît beaucoup, ouais. Ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Alors, c'est ça qui est incroyable. Parce qu'encore une fois, hein, et j'écoutais un de tes podcasts récemment, où donc Émeric de Sifac disait qu'il était passé sur des gros pneus en 28 Oui. parce que justement, il cherche pas il cherche plus le rendement et l'efficacité à tout prix. Et donc, c'est presque ce qui m'a motivé derrière à te contacter parce que pour moi, justement, le pneu en 28, maintenant, c'est vraiment le minimum absolu avec toutes ces connaissances, justement, des pertes d'énergie liées aux vibrations. Et un des trucs auxquels on se heurte le plus aujourd'hui, c'est vraiment tous ces a priori, hein. Tu parlais récemment tout à l'heure de casser les mythes. C'est vraiment ça, c'est de se dire que on a tellement tous grandi dans cette idée que pour aller vite sur route, il fallait des pneus fins à haute pression, hein. Hmm, On a tous entendu parler des boyaux siffleurs de l'époque où vraiment tu te dis, ouais, quand tu entends ton boyau qui siffle, là, tu te dis, ça y est, là, c'est là, je commence à aller vite. hmm. Et ça, c'est vraiment associé cette notion de vibration quand tu roules vite sur la route et que tu sens ton vélo qui danse un petit peu comme ça, tu sens tout ce qui se passe au niveau de la route, tu dis ça, là je vais vite quoi. Et malheureusement, cette idée-là, ce préconçu-là, bah, ça donne lieu à des idées de se dire, attends, il faut des pneus fins, il faut des faibles pressions, il faut que je réduise mon contact, la zone de contact entre le pneu et la route, il faut que je réduise cette pression-là, donc je vais augmenter la pression, comme ça j'aurai moins de déformation dans le pneu. Mais ça, c'est vraiment cette approche, elle n'est uniquement valable que sur une surface infiniment lisse et propre. Donc, par exemple, imagine si tu fais Ouais. si tu fais de la piste sur une piste en bois très très propre, comme par Hmm, exemple la l'UCI à Aigle. hmm, Alors là, cette approche-là, elle est très valable parce que justement, plus tu gonfles ton pneu, plus tu vas réduire la surface de contact entre le pneu et le sol. Et là, tu vas réduire ta résistance au roulement et tu pourras aller plus vite. Sur surface lisse, absolument vrai. Sur surface un peu moins lisse, et ça commence même sur la route, hein, même sur une route très très propre, il y a déjà des vibrations. Alors à ce moment-là, il va falloir prendre en compte cet effet de vibration pour choisir ton pneu. Et donc, comme tu disais, il y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Je ne peux pas dire à tout le monde, ben, tiens, toi, il te faut un pneu en 28, un pneu en 32, un pneu en 35. C'est vraiment à chacun de regarder
de faire cette analyse en se disant quelle, quelle est la surface en moyenne sur les routes que je fais dans mes sorties tous les jours. Et c'est quelque chose qui doit informer un peu le choix du pneu. Hmm. Alors nous, on recommande absolument d'utiliser au minimum un pneu en 28. Et c'est là où c'est presque un petit peu où on se heurte à quelques questions en disant, attendez, pneu 28, c'est quand même vachement gros. Comment ça se fait que c'est ça que la plus faible comme ça? Non, c'est parce qu'on sait, on a calculé que même sur une route propre, un pneu en 28 euh, en tubeless gonflé à 4 ou 5 bars sera plus rapide qu'un pneu en 25 ou un pneu en 23 gonflé beaucoup plus haut. Ok. Donc, au minimum, un pneu en Hmm. 28 de large, au minimum, un pneu en 28. Et puis ensuite, à voir hein, si les routes sur lesquelles vous roulez ont tendance à être un peu plus abîmées. Je pense à l'Ardèche, par exemple, à l'Ardèche avec Hmm. les routes de l'Ardèche, les routes de l'Ardéchoise qui sont très, très abîmées avec du gravier, des fissures, des nids de poules, tout ça. Quand vous roulez en majorité sur des roules comme ça, il ne faut pas hésiter à mettre plus gros, 30, 32. Il y a de plus en plus de marques de pneumatiques haut de gamme qui offrent leurs pneus de route très haut de gamme sur des sections larges en 34-35. Je crois même que Schwalbe a fait le Pro One LT, TLI pardon, en 38, un pneu de route haut de gamme en 38 mm. Et ça, c'est vraiment des pneus qui sont faits pour aller pour être très très rapides sur des routes qui sont pas forcément très très propres, quoi. Donc il ne faut pas seulement prendre le poids ou l'aérodynamique en compte, il faut aussi prendre la surface de roulage. Et le conseil qu'on donne, c'est vraiment si vous vous rendez compte que les routes sur lesquelles vous roulez ne sont pas toujours très propres, de ne pas hésiter à monter des pneus de session plus grosses. Donc moi, je sais qu'ici, au Colorado, le réseau principal routier est plutôt bien, mais par contre, très, très encombré avec des voitures. Donc j'ai tendance à Hmm. plutôt aller chercher les petites routes. Et sur mon vélo de route, je roule en pneus de 32 mm, mais tout le temps, et c'est du régal, quoi. Alors, je vais continuer d'élaborer là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont assez importantes. Euh, la section de pneus, c'est une chose. La pression de pneus, c'est l'autre élément qui est primordial pour ça. Et donc, il faut vraiment se dégager des idées de gonfler les pneus au maximum, hein. Il y a toujours ce, ce- cette idée de se dire, de regarder sur la surface du pneu pour dire c'est quoi la pression maximale que je peux utiliser dans le pneu et de gonfler toujours automatiquement la pression maximale. Ça, c'est vraiment le pire des choses que vous puissiez faire pour avoir la moins bonne expérience parce que ça va non seulement réduire votre efficacité, vous allez être moins rapide, mais surtout, ça va être hyper inconfortable, vous allez vous défoncer le dos, les poignets, tout ça. Il faut vraiment baisser les pressions. Donc, on n'est plus du tout à l'époque où il faut rouler à 9, 10, 11 bars de pression dans des pneus en 21, 23. Hmm. Aujourd'hui, quelqu'un comme moi, donc autour de 80 kg avec mon vélo, on rajoute 7-8 kg. Sur un pneu en 28, personnellement, je roule à 4 bars en 28. Sur un pneu en 32, je suis à 3 bars et demi. Donc, si je roulais avec des pneus en 47, ouais, je serais probablement entre 2 bars et demi et 3 bars. Ah ouais. Oh, putain. Et ça, ouais, ouais. Ah, Et ça, va c'est falloir que je fasse seulement le test possible. alors. Ouais, Hmm. mais ça, c'est seulement possible si on a des jantes qui sont adaptées à ça. Ok. Parce que si vous descendez justement à des pressions aussi basses avec des jantes étroites comme dans le temps, Ok. le pneu va pas avoir le support suffisant. Et c'est là où on se retrouve avec des pneus flous, avec des sensations vraiment désagréables en virage. Hmm. Pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages, il faut des jantes larges. Parce qu'encore une fois, les jantes larges, ça change la force, la forme du pneu, ça apporte beaucoup plus de soutien. Augmente le volume d'air. Et donc, une jante large avec un pneu large à faible pression, ça va avoir une qualité de roulage incroyable. On a vraiment l'impression de rouler sur un petit nuage. Mais ça a aussi toutes les qualités de support en virage, de soutien, etc., etc. Donc, l'idée maintenant de se dégager des idées reçues d'il y a super longtemps et de passer sur un système avec des jantes plus larges, des pneus plus larges à plus faible pression. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller plus vite au jour d'aujourd'hui, même sur des routes considérées plutôt propres. C'est fou. Je pense à tout le monde
Ah mais t'imagines le nombre de personnes qui roulent en vélo de route Mais oui, tous les jours et qui mais gonflent oui. leurs pneus, mais à une pression incroyable. Même moi, j'en fais partie, apparemment un peu trop. Et qui savent pas ça, quoi. C'est fou. Mais en même temps, voilà, c'est des mythes, c'est des habitudes. C'est comme les gens qui te disent, bah voilà, après l'effort, faut s'étirer, quoi. Euh, Ouais, non, enfin non, pas comme ça. Donc, ouais, ouais, faut, ouais. faut, faut, faut Ouais, faire c'est du plus stretch, compliqué, ouais. faut faire du stretching, mais par contre, s'étirer les quadriceps parce que tu viens de courir, ça, c'est faux pu en fait. Voilà. Bref, on en reparlera avec des experts dans le domaine, mais putain, c'est fou, c'est pépite hein, ce que tu nous partages. Donc notez bien, si vous voulez dégonfler, enfin descendre en pression, assurez-vous d'avoir les bonnes jantes pour le faire et que Ouais, vous ouais. n'allez pas déjanter dans le premier virage. Voilà, petit disclaimer pour ça, ne faites pas ça sans l'avis de votre vélociste, n'est-ce pas, ou d'un expert, d'un spécialiste. Euh, Alors voilà, après, je peux rajouter juste un bien truc, et sûr. puis bon, j'ai un petit peu l'impression de faire de la retape sans aucune honte pour la marque et les produits qu'on fait, mais je pense vraiment que ça peut aider les gens. On a sur le site sramesi.com, on a un calculateur de pression universel. Ok. Dont on Et mettra le si tu veux, lien Antoine, je peux dans la t'envoyer le description. lien. Ouais, Voilà. on Et, mettra le lien euh, dans la et ce description. truc-là, donc voilà, il s'applique pas uniquement aux jantes Zip, hein, tout ça, mais on peut utiliser avec n'importe quelle jante, de n'importe quelle largeur, avec n'importe quelle interface. Ok. Et vraiment, le truc qu'on se rend compte, le message qu'on veut passer, c'est que même sur un système normal, avec les roues et les pneus que les gens ont aujourd'hui, la plupart des gens ont tendance à trop gonfler. Donc, vraiment, le message à passer, c'est commencez déjà par dégonfler un petit peu les pneus sur le système que vous avez, jusqu'à une certaine mesure, hein. Vous Mhm. pouvez utiliser le guide pour avoir ces idées-là. Mais pour avoir vraiment tout le bénéfice des systèmes modernes, des jantes larges, des pneus gros et puis tout ça, donc il faut vraiment passer au système complet. Et si vous avez ça, vous avez vraiment l'opportunité de faire une grosse économie en puissance, hein, en énergie. Non seulement vous irez plus vite, mais ce sera plus confortable, ce sera plus agréable et vous pourrez rouler plus longtemps. Ah, mais quelle promesse. Quelle promesse. Écoute, c'est génial. C'est génial. Donc, évidemment, le lien dans la description. C'est pépite. C'est pépite. Euh, j'ai envie de te dire, mon cher Bastien, que that's a wrap, puisque je pense qu'il y aura plein de sujets dont on pourra parler, mais il faut s'arrêter quelque part. Hmm, À il moins faut. que tu aies un truc que tu veuilles rajouter et dont tu pas parlé et où tu dis non, non, mais attends, mais ça, il faut que je le dise. Bah, non, après, les trucs qui sont intéressants, c'est de voir à quel point les choses évoluent, hein, et qu'il y a des technologies qui étaient. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les technologies du VTT arriver sur la route. Et Hmm, c'est quelque chose dont j'avais discuté déjà il y a quelques années avec mon grand copain Amael Donnet de Vélo Vert, ouais. où on voit vraiment les jantes larges, le tubeless, les freins à disque, les axes traversants arriver sur la route. Alors, quand on est très, très pur routier, on voit arriver ça, on se dit, attends, c'est quand même pas aussi bien qu'avant, les vélos sont plus lourds et puis tout ça. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des technologies qui te permettent de rouler mieux, plus longtemps et en Hmm, prenant plus de plaisir. bien sûr. Parce que c'est quand même ça qui est important. Le truc qu'il faut vraiment se voir, c'est que la plupart des gens sur la route, hein, ont tendance à se dire, attends, moi je veux le dernier vélo qui est utilisé par les coureurs sur le Tour de France, je veux un Tarmac SL7, je veux Hmm, un vélo de route, qui sont des vélos incroyables, mais qui sont uniquement adaptés aux gens qui ont la puissance d'emmener ces vélos-là. Et le message que je veux faire passer, moi, c'est aux gens de pas forcément vouloir faire à tout prix comme font les coureurs, parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus de puissance, d'endurance, de flexibilité que la plupart des cyclistes normaux, hein, comme toi et hmm, moi.
et qu'il y a des vélos qui sont vraiment incroyables en ce moment, hein, mais qui sont beaucoup plus adaptés à la plupart des gens, qui vont être plus confortables, qui vont avoir plus qui vont vous donner plus de plaisir et qui vont être non, qui vont pas être moins rapides pour vous parce que comme ils sont adaptés pour vous et qu'ils ont les trucs, enfin les caractéristiques, les passages de pneus et puis tout ça pour être adaptés à des cyclistes pour vous, Hmm, vous serez probablement plus rapide sur ces vélos-là que sur un team réplica de n'importe quel team comme vous pouvez avoir quoi. bien sûr. Donc c'est vraiment le truc, choisissez le vélo qui vous convient et pas le vélo utilisé par les pros. Excellent. Alors, pour compléter ce que tu dis, il y a eu un excellent article qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, sur le mécano d'Alaphilippe, de Julien Alaphilippe, Ouais, qui expliquait à quel point le vélo de Julien Alaphilippe était absolument pas recommandé pour qui que ce soit d'autre, parce que le mec, Julien, ouais, est tellement mais une oui, brute et a tellement un physique hors norme que lui, en fait, quand tu as un boîtier de pédalier qui est extrêmement rigide, et ben lui, il peut se permettre de taper dedans et d'exploiter cette rigidité pour gagner de la puissance. exactement, Mais que exactement, si toi et moi, on se retrouve sur ce vélo-là, on va se retrouver sur une espèce de baramine qui sera complètement inexploitable et sur exact. lequel on va se casser le dos et les jambes en moins de deux. Oui, oui, alors pour faire je dirais une conclusion générale, oui, les vélos des pros sont pas forcément les meilleurs pour une utilisation, on va dire, occasionnelle et loisir, et la rigidité n'est pas forcément votre ami, ni même la pression de vos pneus. Exactement. On savait que la pression, Exactement. c'était jamais trop un truc top, mais dans les pneus, maintenant, grâce à toi, on sait que c'est pas forcément synonyme de performance. On pourrait philosopher dessus pendant fort longtemps, Ouf, mais ouf. et je pense qu'il est bon pour nous de nous quitter sur ces échanges passionnants pour lesquels je te remercie infiniment. Tu es le bienvenu dès que tu auras d'autres sujets de recherche que tu voudras partager. La porte du studio est ouverte. Il faudra que tu franchisses effectivement l'Atlantique, mais j'imagine que ça arrivera et peut-être que moi-même, un de ces quatre, j'y retournerai. Bien sûr, Euh, ouais. Où est-ce qu'on te voit? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on voit ton travail? Tout ça. C'est quoi le... Oula, alors, au niveau du travail et puis tout ça, donc il y a vraiment pas mal de choses hein, sur le site zip.com. Si vous allez chercher les produits, il y a vraiment toutes les explications, bah, notamment sur le VTT avec cette jante simple pont, la 3.0 moto, Hmm, ou sur la route. Où tout ce que j'ai pu expliquer, ça. Ça fait partie d'une approche qu'on appelle TSE, Total System Efficiency, ou l'efficacité totale du système. hmm. Et donc où on explique un peu l'approche. Il y a notamment un white paper. Un white paper, c'est là où nos ingénieurs expliquent vraiment la science et puis les détails derrière une certaine approche. Hmm. Donc, si vous avez vraiment envie d'aller plonger là-dedans et de voir les effets des vibrations sur l'efficacité cycliste, Ah, n'hésitez on pas à veut. aller sur zit.com, chercher la page TSE Ah, et tu nous puis allez l'enverras. vraiment vous renseigner. Tu, Il y a plein de petites vidéos. Ah ben oui, je peux absolument tu, l'envoyer, tu, oui. tu nous l'enverras comme ça sera Euh, plus et, simple. euh, donc voir ça. Et puis après, ben, Excellent. personnellement, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook pour les vieux, comme moi. Et puis n'hésitez pas bah, à me laisser un petit mot si jamais. Ok, génial. Dernière petite question avant de te laisser. Oui, Si tu devais écouter, si tu avais un invité à me recommander pour un prochain enregistrement, tu dirais qui? Allez, un Français, un francophone, quelqu'un que tu adorerais entendre. le premier nom qui vient à l'esprit, c'est, on en a parlé au début du podcast, on a parlé de Mavic et puis tout ça, donc j'ai presque envie de passer le bâton à Maxime, Oui, Maxime Brunant, oui. euh, euh, pour Mavic. À qui j'ai parlé samedi, donc il a un peu d'actualité aussi, donc ça pourrait être intéressant de voir un petit peu bah, son idée et puis
de voir comment les choses se passent chez Mavic Hmm. et comment la boîte va rebondir. Peut-être que ça peut être une idée, ça. Carrément, carrément. Et puis ça permettra d'avoir l'occasion de faire un côté américain, un côté français, Pourquoi pas? et de donner la parole un peu à tout le monde, ce qui est aussi un peu l'idée. Top. Eh ben, écoute, génial. Merci beaucoup, Bastien, pour ce temps que tu nous as consacré et ces pépites que tu nous as livrées. C'est génial. Moi, j'ai adoré. Et puis voilà, pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, vous nous envoyez un petit message et puis vous nous dites ce que vous en pensez. Voilà. Bon, Bastien, à très bientôt. Merci beaucoup. Eh Et ben, puis, ça m'a fait vraiment plaisir, hein. Si c'était super, super. C'est pas toujours l'occasion que c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de parler de mes produits, de mes passions en français, et c'est toujours un plaisir. Donc ouais, merci c'est cool. beaucoup et merci à tous les auditeurs. Et ben, en plus, ils sont extrêmement nombreux, si tu savais. Ouh là là. J'ai cru comprendre. J'ai cru Voilà. comprendre. Ouais, ouais, non, mais attends, ça se bouscule au portillon, là. Tu vois. Bon, merci beaucoup, Bastien. Et puis voilà. Bon, allez, à très bientôt. Et vous qui nous écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut, salut, ciao. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de ressortir avec quelque chose d'intéressant. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.